Cette histoire m'a été racontée par une abonnée nommée Patricia qui vit à Bogota, en Colombie. Ce qu'elle m'a confié sur la nounou qu'elle a engagée pour s'occuper de ses enfants est quelque chose que toute mère travailleuse pourrait vivre, et c'est précisément ce qui la rend si effrayante. Si vous avez déjà laissé vos enfants sous la garde de quelqu'un et que vous avez remarqué des changements étranges dans leur comportement, des choses qu'ils ne peuvent pas expliquer, laissez un commentaire. Parfois, nous faisons confiance à des étrangers pour prendre soin de ce que nous aimons le plus, et nous ne savons pas toujours vraiment qui ils sont. Voici l'histoire de Patricia et des 3 mois où une inconnue est restée chez elle chaque nuit, faisant des choses que aucune mère ne devrait découvrir. Je m'appelle Patricia, j'ai 35 ans, et je suis mère célibataire de 2 enfants, Matteo, 7 ans, et Camila, 5 ans. Leur père nous a quittés lorsque Camila avait à peine 1 an, et depuis, je les élève seul. Je travaille comme infirmière à l'hôpital San Ignacio à Bogota. C'est un bon travail, mais les horaires sont brutaux. L'année dernière, on m'a assigné en permanence au poste de nuit, de 10h du soir à 6h du matin, 4 nuits par semaine. Le problème était évident. Qui s'occuperait de mes enfants pendant ces nuits? Mes parents vivent à Cali, trop loin pour aider régulièrement. Je n'avais pas de famille proche à Bogota. Les crèches de nuit sont très chères et la plupart n'acceptent pas les enfants pour rester toute la nuit. J'avais désespérément besoin d'une babysitter de nuit, quelqu'un de fiable qui viendrait à mon appartement à 9h30 du soir, resterait avec les enfants pendant qu'ils dormaient et partirait quand je reviendrais à 6h30 du matin. J'ai publié des annonces dans des groupes Facebook, sur des pages d'emploi, j'ai demandé des références. J'ai interviewé 7 personnes pendant 2 semaines. Aucune ne m'a convaincu. Certaines demandaient trop d'argent, d'autres n'avaient pas d'expérience. Une m'a donné une très mauvaise impression pendant l'entretien. J'étais sur le point de quitter mon travail quand j'ai reçu un message d'une femme appelée Elena Ruiz. Elle disait qu'elle avait 15 ans d'expérience en tant que nounou, des références vérifiables, et qu'elle était disponible exactement aux horaires dont j'avais besoin. Je l'ai interviewée un samedi après-midi dans mon appartement. Elena avait environ 55 ans, des cheveux courts et gris, une silhouette mince, une voix douce. Elle s'habillait de manière conservatrice et portait un chapelet au cou. Elle parlait calmement et me regardait directement dans les yeux en répondant à mes questions. Il m'a dit qu'il avait élevé 3 enfants, tous adultes maintenant, et qu'il travaillait comme nounou depuis des années parce qu'il adorait les enfants et que la maison vide le faisait se sentir seul. Les enfants me donnent un but, dit-elle avec un sourire chaleureux, surtout les petits. Il y a quelque chose de si pur en eux, n'est-ce pas? J'ai vérifié ses références. 3 familles précédentes, toutes avec des commentaires positifs. Je l'ai appelée pour chacune d'elles. Toutes ont dit qu'Elena était fiable, affectueuse, excellente avec les enfants. Pourquoi ne travaille-t-elle plus avec vous? Ai-je demandé à l'une des références. Nos enfants ont grandi et n'avaient mal à plus besoin de nounou. Mais si nous avions un autre bébé, je l'embaucherais immédiatement. Cela m'a convaincu. J'ai offert le poste à Elena. Elle a accepté. Elle a commencé la semaine suivante. Les premiers jours ont été parfaits. J'arrivais à la maison à 6h30 du matin et tout était en ordre. Les enfants dormaient dans leur lit. La maison était propre. Elena partait avec un sourire, me disant que tout avait été calme. Matteo et Camila ne se plaignaient pas. En fait, ils semblaient contents. Madame Elena est sympathique, disait Matteo. Elle nous lit des histoires avant de dormir. Après 2 semaines, j'ai commencé à me détendre. J'avais enfin trouvé quelqu'un de fiable. Je pouvais me concentrer sur mon travail sans me soucier constamment de mes enfants. Mais alors j'ai commencé à remarquer de petites choses. Des détails que j'avais d'abord ignorés. Les jouets des enfants apparaissaient à des endroits où ils ne devraient pas être. Des jouets qui étaient rangés dans leurs chambres apparaissaient dans le salon, ou dans la cuisine, ou dans la salle de bain. Pourquoi ces jouets sont-ils partout dans la maison? Ai-je demandé à Matteo un matin. Il haussa les épaules. Madame Elena dit que c'est bien que les jouets explorent la maison la nuit. Explorent? Oui. Elle dit que les jouets sont vivants la nuit quand nous dormons, et elle les aide à explorer. C'était étrange, mais je pensais que c'était juste une façon créative de divertir les enfants avant de dormir. Rien d'alarmant. Puis j'ai commencé à remarquer que mes affaires bougeaient aussi. De petites choses. Un livre que je laissais sur la table de nuit apparaissait dans le salon. Mes clés de voiture, que je laissais toujours sur le crochet près de la porte, apparaissaient dans la cuisine. Au début, je pensais que c'était moi, que je les déplaçais sans m'en rendre compte à cause de la fatigue. Travailler de nuit dérange ton sens du temps et ta mémoire.
Mais alors j'ai trouvé quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. C'était un mercredi matin. Je suis rentré à la maison après un service particulièrement épuisant. Elena était déjà partie. Les enfants dormaient. Je suis allé dans ma chambre pour changer de vêtements. Dans mon tiroir de chevet, à côté du lit, il y avait une photo de moi quand j'étais enfant. Une photo que je gardais depuis des années dans une boîte au fond de mon placard. C'était de quand j'avais environ 8 ans, dans le jardin de la maison de mes parents. Pourquoi étais-tu là? Je ne l'avais pas sorti. Et il n'y avait aucune raison pour qu'Elena entre dans ma chambre. Les enfants dormaient dans leur propre chambre. J'ai envoyé un message à Elena. J'ai trouvé une photo de moi enfant dans mon tiroir. Es-tu entré dans ma chambre hier soir? Sa réponse est arrivée une demi-heure plus tard. Oui, désolé. Camilla s'est réveillée en demandant de l'eau et j'ai entendu un bruit dans ta chambre. Je suis entré vérifier que tout allait bien. J'ai vu la photo par terre. Peut-être qu'elle est tombée de quelque part. Et je l'ai mise dans le tiroir pour ne pas l'abîmer. J'espère ne pas avoir été invasive. L'explication avait du sens, mais quelque chose me dérangeait. Cette photo avait été dans une boîte fermée. Elle ne pouvait pas simplement tomber. Cette nuit-là, avant de partir au travail, j'ai vérifié ma chambre. J'ai remis la photo dans la boîte, fermé la boîte et l'ai mise sur l'étagère supérieure du placard. J'ai aussi fermé la porte du placard. Le lendemain matin, lorsque je suis revenu, la photo était à nouveau sur mon bureau. La boîte était toujours sur l'étagère, fermée. Mais la photo avait été enlevée et remise au même endroit que la veille. Cette fois, je n'ai pas écrit à Elena. J'ai décidé d'installer une caméra. J'ai acheté une petite caméra de sécurité, de celles qui se connectent via Wi-Fi et que l'on peut voir depuis son téléphone. Je l'ai installée dans ma chambre, cachée sur l'étagère, pointant vers mon lit et mon bureau. Cette nuit, depuis l'hôpital, j'ai regardé la transmission en direct pendant mes pauses. À 23h30, Elena est entrée dans ma chambre. Elle a ouvert mon placard. Elle a sorti la boîte. Elle a sorti la photo. Elle l'a regardée pendant presque 5 minutes, la fixant intensément. Puis elle l'a soigneusement posée sur la table de nuit, a rangé la boîte et est sortie de la chambre. Mon cœur battait vite. Pourquoi ferait-elle cela? Pourquoi était-elle obsédée par cette photo de moi enfant? J'ai décidé de l'affronter. Le lendemain matin, quand je suis arrivé à la maison, Elena se préparait à partir. Elena, il faut qu'on parle. Bien sûr, il se passe quelque chose. Pourquoi continues-tu à sortir ma photo d'enfant? Je t'ai vu sur la caméra hier soir. Son expression n'a pas changé. Elle n'a pas semblé surprise ni gênée. Elle a simplement souri doucement. C'est une belle photo. Tu étais une enfant très spéciale. Comment sais-tu que j'étais spéciale? Tu ne me connaissais pas quand j'étais enfant. Je peux le voir sur la photo. Les enfants spéciaux ont une lumière. Tu l'avais. Tes enfants l'ont aussi. Elena, avec tout le respect, il est très inapproprié que tu entres dans ma chambre et que tu prennes mes affaires. S'il te plaît, ne recommence pas. Bien sûr, je suis vraiment désolé. Ça ne se reproduira plus, mais cela s'est reproduit. J'ai installé des caméras dans toute la maison, dans le salon, dans la cuisine, dans les couloirs. Et ce que j'ai vu pendant les nuits suivantes m'a glacé le sang. Elena n'entrait pas seulement dans ma chambre. Elle entrait dans les chambres des enfants pendant qu'ils dormaient. Et elle restait là, debout à côté de leur lit, à les regarder pendant des heures. Elle ne les touchait pas. Elle ne faisait rien de menaçant. Elle restait simplement là, complètement immobile, en train de les observer dormir. Parfois, elle murmurait quelque chose que je ne pouvais pas entendre clairement dans les enregistrements. Une nuit, je l'ai vue faire quelque chose qui m'a donné envie de vomir. Elle est entrée dans la chambre de Camilla. Elle s'est penchée sur le lit, très près du visage de ma fille endormie, et elle est restée là, respirant, son visage à quelques centimètres de celui de Camilla, pendant presque 30 minutes. J'allais la renvoyer immédiatement. Mais alors je me suis rappelé quelque chose que Matteo avait mentionné casualement quelques jours auparavant. Madame Elena dit qu'elle veille sur nous-mêmes quand nous dormons, qu'elle nous protège des choses mauvaises. Quelles choses mauvaises? J'ai décidé de parler à mes enfants avant d'agir. Matteo, mon chéri, est-ce que Madame Elena fait quelque chose de bizarre quand vous dormez? Je ne sais pas. Je suis endormi. Mais quand tu te réveilles, tu remarques quelque chose de différent? Il a réfléchi un instant. Parfois, je me réveille et je sens que quelqu'un me regarde. Mais quand j'ouvre les yeux, il n'y a personne. Est-ce que ça te fait peur? Non. Madame Elena dit qu'elle veille toujours sur nous,
que même si on ne la voit pas, elle est là. Je lui ai posé la même question à Camila. Tu aimes Madame Elena, mon amour? Oui, elle est sympathique, mais parfois ça me fait un peu peur. Pourquoi as-tu peur? Parce que parfois, quand je me réveille dans la nuit, elle est debout à la porte de ma chambre, juste à regarder, et quand elle me voit réveillée, elle sourit et dit « Retourne dormir, ma fille ». Et je retourne dormir. Mon estomac se tordit. C'était plus que bizarre. C'était profondément perturbant. Cette nuit-là, j'ai décidé de ne pas aller au travail. J'ai appelé en disant que j'étais malade. Je n'ai pas prévenu Elena. Je voulais voir ce qu'elle faisait quand elle pensait que je n'étais pas là. Elena est arrivée à 9h30 comme toujours. Je me cachais dans ma chambre, la porte à peine entr'ouverte, d'où je pouvais voir une partie du couloir. J'ai entendu Elena mettre les enfants au lit vers 10h. Elle leur a lu une histoire. Tout était normal. Ensuite, j'ai entendu ses pas dans le couloir. Il s'est arrêté devant la chambre de Matteo. Il est entré. La porte s'est fermée. J'ai attendu 10 minutes. Puis je me suis approché silencieusement et j'ai regardé par la fente de la porte. Elena était debout à côté du lit de Matteo, mais pas seulement en train de le regarder. Elle tenait son téléphone dans la main, en train de prendre des photos. Photo après photo de mon fils endormi, sous différents angles. J'ai ouvert la porte brusquement. « Qu'est-ce que tu fais, bon sang ?» Elena s'est retournée, toujours avec le téléphone en main. Elle n'a pas semblé effrayée, juste agacée d'avoir été interrompue. « Patricia, je pensais que tu travaillais. Pourquoi prends-tu des photos de mon fils? Ce ne sont que des souvenirs. Les enfants grandissent si vite. Je voulais avoir des souvenirs. Ce sont mes enfants. Tu ne peux pas prendre de photos d'eux sans ma permission. Donne-moi ce téléphone. » Non. La façon dont elle a dit non était glaçante, ferme, définitive. Comme si elle avait un quelconque droit sur mes enfants. Donne-moi le téléphone maintenant ou j'appelle la police. Tu ne vas pas faire ça. Quoi? Tu n'appelleras pas la police parce que tu sais que je suis la seule nounou que tes enfants tolèrent. Parce que tu sais que tu as besoin de ce travail. Parce que tu sais que tu n'as pas d'autres options. Sa voix était encore douce, mais il y avait quelque chose en dessous. Quelque chose de froid. Quelque chose de menaçant. Matteo se réveilla avec nos voix. « Maman, que se passe-t-il? Tout va bien, mon amour. Rêve encore. » Elena sourit. « Oui, Matteo. Tout va bien. Ta maman est juste un peu confuse. Sors de ma maison, maintenant. Comme tu veux. » Elena marcha lentement vers la sortie, toujours en tenant son téléphone. Avant de franchir la porte, elle se retourna. « Tu es une mauvaise mère, tu le savais? Les laisser seuls tant de nuits. Ils ont besoin de quelqu'un qui prenne vraiment soin d'eux. Quelqu'un qui les aime vraiment. Quelqu'un comme moi. » Et elle partit. Je fermai immédiatement toutes les portes et fenêtres à clé. Je vérifiais les deux enfants. Ils allaient bien physiquement. Effrayés par la confrontation, mais en bonne santé. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté éveillé, veillant, attendant. Quoi? Qu'elle revienne? Le lendemain matin, je suis allé à la police. Je leur ai montré les vidéos des caméras. Je leur ai parlé des photos. « Lui avez-vous donné la permission de s'occuper de vos enfants ?» demanda l'officier. « Oui, mais vous l'avez déjà vu toucher inappropriément ses enfants? Non, mais vous l'avez déjà menacé directement, vous ou vos enfants? Eh bien, pas directement, mais le ton. Madame, je comprends votre inquiétude, mais techniquement, elle n'a commis aucun crime. Observer les enfants dont elle s'occupe n'est pas illégal. Prendre des photos, bien qu'inappropriées, n'est pas illégal si elle avait un accès autorisé à la maison. La meilleure chose à faire est simplement de ne pas la réembaucher. Mais et si elle revient? Et si elle essaie quelque chose? Elle sait où je vis? Évidemment. Elle travaillait chez moi. Bon, si elle revient sans être invitée, ce serait une intrusion. Là, oui, nous pourrions agir. Mais pour l'instant, nos mains sont liées. Je me suis sentie impuissante, frustrée, peur. J'ai engagé une autre nounou. Cette fois, une agence professionnelle avec vérification des antécédents. C'était plus cher, mais cela valait la tranquillité d'esprit. 2 semaines se sont écoulées sans incident. Les enfants se sont adaptés à la nouvelle nounou. J'ai commencé à me détendre à nouveau. Mais alors, Camila a commencé à dire des choses étranges. « Maman, Madame Elena est venue me rendre visite hier soir. »« Quoi ? Non, ma chérie. Madame Elena ne vient plus.
Nous avons maintenant Madame Monica. Mais elle est venue. Je l'ai vue à ma fenêtre. À ta fenêtre? Chérie, nous sommes au 2e étage. Personne ne peut être à ta fenêtre. Mais elle était là, elle frappait le verre. Elle souriait en disant « Laisse-moi entrer, ma fille ». Mon sang se glaça. Je vérifiais la fenêtre de Camilla. Elle était fermée et la serrure en place. Mais quand je regardais dehors, il y avait des marques. Marques de doigts. Sur l'extérieur du verre. Comme si quelqu'un avait grimpé jusqu'au 2e étage et avait touché la fenêtre. J'appelai un serrurier le jour même. Il installa des barreaux de sécurité sur toutes les fenêtres des chambres des enfants. J'installai également des détecteurs de mouvement autour du bâtiment. Une semaine plus tard, les détecteurs se déclenchèrent à 2h30 du matin. Mon téléphone me alerta. Je vérifiais les caméras extérieures que j'avais installées. Il y avait quelqu'un dans le jardin, regardant vers les fenêtres du 2e étage, regardant spécifiquement vers la fenêtre de Camilla. C'était Elena. Juste là, en train de regarder, sans essayer d'entrer. Juste en train de regarder. J'ai immédiatement appelé la police. Ils sont arrivés en 15 minutes. Quand ils sont arrivés, Elena était partie. Mais les caméras l'avaient clairement enregistrée. Cette fois, ils ont pu faire quelque chose. Ils lui ont délivré un ordre d'éloignement. Si elle s'approchait à moins de 200 mètres de ma maison ou de mes enfants, elle serait arrêtée. Je pensais que cela suffirait. Ce ne fut pas le cas. 2 jours plus tard, lorsque j'ai récupéré Matteo à l'école, sa maîtresse m'a appelé à part. « Patricia, quelque chose d'étrange s'est produit aujourd'hui. Une femme âgée est venue demander pour Matteo. Elle a dit qu'elle était sa grand-mère. Évidemment, nous ne l'avons pas laissé s'approcher sans vérifier avec vous d'abord. Mais quand nous lui avons demandé une pièce d'identité, elle est rapidement partie. À quoi ressemblait-elle? 45, 50 ans, cheveux gris courts, elle portait un chapelet. Elena. Elle avait essayé d'emmener mon fils de l'école. Ça a été suffisant. J'ai parlé avec mon superviseur à l'hôpital. Je lui ai expliqué la situation, en omettant les détails les plus perturbants. J'ai réussi à changer mon service. Maintenant, je travaille 2 jours. Je gagne moins d'argent, mais je peux être avec mes enfants le soir. Il s'est écoulé 4 mois depuis que j'ai licencié Elena. Nous avons déménagé dans un appartement différent, dans un quartier différent. Les enfants ont changé d'école. Je n'ai pas revu Elena depuis. Les capteurs ne se sont jamais réactivés. Les fenêtres restent intactes. Mais Camilla dit encore que parfois, quand elle est sur le point de s'endormir, elle entend une voix douce dehors de sa fenêtre. « Ma fille, laisse-moi entrer. Je veux juste prendre soin de toi. » Je vérifie les caméras. Il n'y a jamais personne. Peut-être que Camilla l'imagine. Peut-être que ce sont des cauchemars résiduels de cette expérience. Ou peut-être qu'Elena a trouvé un moyen de lui parvenir que les caméras ne peuvent pas capter. Je ne sais pas. Et cette incertitude est ce qui me tient éveillé de nombreuses nuits, écoutant chaque petit bruit, vérifiant chaque ombre, m'assurant que mes enfants sont en sécurité. Car j'ai appris quelque chose d'effrayant. Lorsque vous invitez un étranger chez vous, lorsque vous lui donnez accès à vos enfants, vous ne savez jamais vraiment qui il est. Vous ne savez jamais ce qu'il veut. Vous ne savez jamais jusqu'où il ira. Et une fois qu'il devient obsédé, une fois qu'il décide que vos enfants lui appartiennent, il est presque impossible de le faire renoncer. Alors si vous engagez un jour une babysitter, faites plus que vérifier ses références. Faites confiance à votre instinct. Et si quelque chose vous semble mauvais, même légèrement, agissez immédiatement, car lorsque les signaux deviennent évidents, il peut être trop tard. Voici l'expérience de Patricia. Elle m'a dit qu'elle vit encore avec la peur qu'un jour Elena apparaisse, que les enfants suivent une thérapie pour traiter tout ce qu'ils ont vécu. Si tu as déjà dû laisser tes enfants à quelqu'un et que tu as ensuite découvert des choses qui t'ont fait remettre en question tout, laisse un commentaire. La confiance que nous plaçons dans les personnes qui prennent soin de nos proches est quelque chose de sacré. Et lorsque cette confiance est brisée, les cicatrices peuvent durer des années. Prends soin de ta famille, vérifie toujours, et on se retrouve dans la prochaine histoire. Repose-toi bien. J'ai reçu ce témoignage d'une abonnée nommée Valeria qui vit à Medellín, en Colombie. Ce qu'elle m'a raconté sur les premiers mois de vie de sa fille m'a profondément troublé, car cela ressemble exactement à quelque chose qui pourrait arriver à n'importe quelle jeune famille.
Si vous êtes père ou mère et que vous avez remarqué des choses étranges sur le moniteur de votre bébé, des choses qui ne peuvent pas s'expliquer facilement, laissez un commentaire. Avant de commencer, si ces histoires vous captivent et que vous souhaitez plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne. Nous publions de nouvelles histoires chaque semaine. Voici maintenant l'histoire de Valeria et ce qu'elle a découvert en visitant la chambre de sa fille chaque nuit. Je m'appelle Valeria, j'ai 31 ans et je dois raconter cela parce que je le garde depuis 2 ans et je sens que cela me consume de l'intérieur. Mon mari Andrés et moi n'en parlons pas. Nous faisons simplement semblant que cela n'est jamais arrivé. Mais ça a eu lieu. Et si je ne le raconte pas, je pense que je vais devenir folle. Tout a commencé en mars 2022. Notre fille Emma venait de naître. C'était notre premier bébé et comme tout parent débutant, nous avions peur de faire une erreur. Nous avons lu tous les livres, pris tous les cours, acheté tout ce que l'on disait nécessaire. Une de ces choses était un moniteur pour bébé de dernière génération. Ce n'était pas un de ces anciens moniteurs qui ne transmettent que le son. Celui-ci avait une caméra haute définition, vision nocturne, capteur de température, détecteur de mouvement, et vous pouviez le voir depuis votre téléphone via une application. Il a coûté près d'1 million de pesos, mais nous voulions ce qu'il y avait de mieux pour Emma. Nous avons installé la caméra dans le coin de sa chambre, pointant directement vers son berceau. L'image était cristalline, même dans l'obscurité totale. On pouvait voir chaque détail, son petit visage, ses petites mains, et même compter ses respirations. Les premières semaines ont été épuisantes, comme c'est le cas pour tout nouveau parent. Emma pleurait toutes les 2 ou 3 heures. Elle avait besoin d'être nourrie, changée, consolée. Andrés et moi prenions le relais. Il travaillait pendant la journée, donc je m'occupais principalement des nuits. Je vérifiais constamment le moniteur, même quand elle dormait, juste pour m'assurer qu'elle allait bien, qu'elle respirait, qu'elle était en sécurité. Mais vers la 3e semaine, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. L'application du moniteur avait une fonction d'enregistrement. Elle enregistrait des clips vidéo chaque fois qu'elle détectait du mouvement ou du son. Je regardais ces clips chaque matin, juste pour voir comment Emma avait dormi pendant les périodes où moi aussi je dormais. Une matinée, en revoyant les clips de la veille, j'ai vu quelque chose qui m'a fait arrêter. Il était 3h17 du matin. Emma dormait dans son berceau. Tout était normal, mais dans le coin de la vidéo, près de la porte de la chambre, il y avait une ombre. Ce n'était pas une ombre normale causée par la lumière nocturne ou par des objets dans la pièce. C'était une ombre avec une forme. La forme d'une personne debout. J'ai mis la vidéo en pause et agrandi l'image. La qualité est un peu pixelisée, mais cela ressemblait définitivement à la silhouette de quelqu'un. Grand, mince, debout, complètement immobile, près de la porte. Ma première pensée a été qu'il s'agissait d'Andrés. Peut-être était-il entré pour vérifier Emma et je ne l'avais pas entendu. « Amour, tu es entré dans la chambre d'Emma hier soir vers 3h ?» lui ai-je demandé pendant le petit déjeuner. « Non, j'ai dormi toute la nuit. » C'était l'une des rares nuits où Emma n'a pas pleuré. Pourquoi ? Je pense que le moniteur a capté quelque chose d'étrange. Probablement juste une ombre étrange ou un reflet. Andrés a vérifié la vidéo. C'est rare, admis, mais c'est probablement simplement la façon dont la lumière nocturne projette des ombres. Ou peut-être que le capteur de la caméra a mal capté quelque chose. Ces caméras ont parfois des défauts. Cela avait du sens. J'ai décidé de ne pas m'inquiéter. Mais l'ombre est réapparue la nuit suivante. Même endroit, même heure. 3h17 du matin. Et la nuit d'après, et celle d'encore après. Chaque nuit, à exactement 3h17 du matin, l'ombre apparaissait dans le coin de la vidéo. Toujours au même endroit. Toujours avec la même forme. Toujours complètement immobile. Emma ne semblait jamais perturbée par cela. Elle dormait paisiblement. Elle ne pleurait pas. Elle ne bougeait pas. Elle dormait simplement pendant que cette ombre était là. Après une semaine à voir cela toutes les nuits, j'ai montré à Andrés tous les clips. Regarde, ce n'est pas juste une nuit, c'est toutes les nuits, exactement à la même heure. Comment expliques-tu cela ? Andrés fronça les sourcils. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose dans la pièce qui bouge avec l'air du ventilateur à cette heure-là. Ou peut-être que c'est un défaut du logiciel qui insère la même anomalie à la même heure.
Nous devrions contacter le fabricant. Mais je savais que ce n'était pas ça. Il y avait quelque chose de différent dans cette ombre. La façon dont elle apparaissait si parfaitement formée. La façon dont elle semblait regarder directement le berceau. Cette nuit-là, j'ai décidé de rester éveillé et de surveiller le moniteur en temps réel. Je voulais voir si l'ombre apparaissait quand je regardais activement, pas seulement dans les enregistrements. Je me suis assise sur mon lit, le téléphone à la main, regardant la transmission en direct du moniteur. Andrés dormait à mes côtés. Il était 3 heures du matin, 3h10. Emma dormait paisiblement. La chambre était vide à l'exception d'elle. 3h15. Tout était pareil. J'ai commencé à penser que peut-être Andrés avait raison. Peut-être que c'était juste un problème de logiciel qui n'affectait que les enregistrements. 3h17. L'ombre est apparue. Pas progressivement. Elle ne s'est pas formée lentement. Elle était simplement là soudainement. Une seconde, le coin était vide. La suivante, une silhouette sombre se tenait là. Mon cœur a commencé à battre sauvagement. J'ai regardé l'écran avec de grands yeux. La silhouette ne bougeait pas. Elle était juste là, debout, comme une statue sombre. Et alors, elle a fait quelque chose qui a glacé mon sang. La silhouette a tourné sa tête, lentement, et a regardé directement la caméra. Elle n'avait pas de visage. Elle n'avait pas de traits. C'était juste une silhouette sombre. Mais d'une manière impossible à expliquer, j'ai su qu'elle me regardait, à travers la caméra, à travers le téléphone, directement vers moi. J'ai poussé un cri étouffé et j'ai laissé tomber le téléphone. Andrés s'est réveillé immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? L'ombre, je l'ai vue. Elle regardait. Je ne pouvais pas former de phrase cohérente. Andrés a saisi mon téléphone par terre. L'écran affichait le moniteur. Le coin était vide. L'ombre était partie. Emma dormait toujours. Valeria, il n'y a rien là-bas. J'étais là. Je l'ai vue. Elle m'a regardé. Tu es épuisé. Tu n'as pas bien dormi depuis des semaines. Ton esprit te joue des tours. Peut-être avait-elle raison. Peut-être étais-je tellement épuisé que je hallucinais. Mais ce que j'ai vu semblait si réel, si terriblement réel. Le lendemain matin, j'ai vérifié l'enregistrement de cette nuit-là. L'ombre apparaissait à 3h17, comme toujours. Mais sur l'enregistrement, elle ne tournait pas la tête. Elle était simplement là, immobile, pendant environ 2 minutes avant de disparaître. Avais-je imaginé qu'elle m'avait regardé? Ou l'enregistrement n'a-t-il pas capturé ce moment? Je ne le savais pas. Mais j'ai décidé de faire quelque chose. Cette nuit-là, à 3h15 du matin, je suis entré physiquement dans la chambre d'Emma. S'il y avait quelque chose là-bas, je le verrais de mes propres yeux. Je me suis tenu près du berceau, regardant Emma dormir. Mon téléphone était dans ma main, affichant la transmission en direct du moniteur. Je pouvais me voir moi-même à l'écran, debout à côté du berceau. 3h17 du matin. J'ai ressenti un changement dans la pièce. La température a chuté, pas progressivement mais soudainement, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre en plein hiver. Je pouvais voir mon souffle, et alors je l'ai senti. Une présence, juste derrière moi. Chaque instinct me criait de ne pas regarder, de sortir en courant de la pièce. Mais je devais savoir. Je devais voir. Je me suis tourné lentement. Il n'y avait personne là. La pièce était vide. Juste moi et Emma. Mais j'ai regardé mon téléphone, la diffusion en direct du moniteur. Sur l'écran, il y avait quelqu'un debout derrière moi. Une silhouette haute, sombre, sans trait défini. Debout à moins d'1 mètre de mon dos. Si près que je devrais pouvoir sentir sa respiration. Mais quand je regardais la pièce réelle de mes propres yeux, il n'y avait rien. Elle n'existait que dans la caméra. Je suis sorti de la pièce en marchant en arrière, sans détourner le regard de l'espace vide derrière moi. Quand j'ai franchi le seuil de la porte, la température est instantanément revenue à la normale. J'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle, tremblant. J'ai regardé mon téléphone. Sur l'écran du moniteur, la silhouette était toujours dans la chambre d'Emma. Elle était maintenant debout, juste à côté du berceau, regardant mon bébé endormi en bas. J'ai brusquement ouvert la porte et allumé la lumière de la pièce. Emma se réveilla immédiatement, clignant des yeux à cause de la lumière soudaine. Elle commence à pleurer, mais la pièce était vide. Quand j'ai regardé le moniteur, la silhouette avait disparu. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase.
Le lendemain matin, j'ai appelé un prêtre. Le père Miguel est venu à la maison cet après-midi-là. C'était un homme âgé, d'environ 60 ans, qui avait été prêtre dans notre paroisse pendant des décennies. Je lui ai tout raconté. J'espérais qu'il penserait que j'étais folle, mais il ne l'a pas fait. « Tu n'es pas la première personne à me raconter quelque chose comme ça, » dit-il sérieusement. Les moniteurs pour bébés modernes, les caméras de sécurité, captent parfois des choses qui existent sur des fréquences que nos yeux ne peuvent pas voir normalement, mais que les caméras peuvent. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Essaye-t-elle de faire du mal à mon bébé? Je ne suis pas sûr, mais je vais bénir ta maison, en particulier la chambre de ta fille, et je vais te donner quelque chose. Il m'a remis un petit chapelet. Accroche ceci au berceau d'Emma, et prie, tous les jours, pour la protection. Le père Miguel bénit toute la maison en prêtant une attention particulière à la chambre d'Emma. Il aspergea de l'eau bénite dans chaque coin, récita des prières en latin et plaça une petite médaille de Saint-Michel au-dessus du berceau. Maintenant, il y a autre chose que tu dois faire, dit-il. Cette caméra, tu dois la déplacer. La déplacer? Pourquoi? Parce que je pense qu'elle ne capte pas quelque chose qui est là. Je crois qu'elle sert de portail, comme une fenêtre, permettant à quelque chose de regarder à l'intérieur. Et plus tu regardes, plus la connexion devient forte. Mais j'ai besoin du moniteur. Comment saurais-je si Emma va bien? Utilise uniquement l'audio, ou procure-toi un autre moniteur, plus simple. Mais cette caméra spécifique, à cet endroit précis, crée une porte, et quelque chose l'utilise. Je ne voulais pas le croire. Cela semblait trop absurde, trop surnaturel. Mais cette nuit-là, j'ai suivi son conseil. J'ai débranché le moniteur avec la caméra et je l'ai rangé dans un placard. J'ai acheté un moniteur audio simple dans une pharmacie voisine. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi sans voir d'ombre sur aucun écran. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 3 jours plus tard, je nettoyais et j'ai décidé de vérifier le moniteur débranché que j'avais rangé. Je voulais voir si je pouvais peut-être le vendre ou le rendre. Je l'ai sorti du placard et, par curiosité, je l'ai branché. L'application sur mon téléphone s'est connectée automatiquement. La caméra était toujours à l'endroit où je l'avais laissée, pointant vers le coin du placard. Elle ne montrait que des vêtements suspendus et des boîtes. Mais l'application indiquait qu'il y avait de nouvelles enregistrements. Des 3 dernières nuits, même étant débranché. Les mains tremblantes, j'ai ouvert les enregistrements. Chacun montrait la même chose, une obscurité totale, comme si la caméra était dans un endroit complètement noir. Mais on pouvait entendre du son, une respiration lourde, et de temps en temps, une voix, murmurant si bas qu'on pouvait à peine l'entendre. J'ai augmenté le volume autant que possible, et j'ai approché mon oreille du téléphone. La voix chuchotait « Laisse-moi revenir, laisse-moi revenir, j'en ai besoin, laisse-moi revenir, encore et encore. » Pendant des heures, à chaque enregistrement, j'ai crié et lancé le moniteur contre le mur. Il s'est brisé en morceaux. J'ai pris chaque fragment, les ai mis dans un sac poubelle et les ai jetés dans une benne à ordures publique à 3 pâtés de maison de chez moi. Je n'ai jamais parlé à Andrés de ces enregistrements finaux. Je lui ai simplement dit que le moniteur était endommagé et qu'il ne valait pas la peine de le réparer. Cela fait 2 ans depuis. Emma a maintenant 2 ans et 3 mois. C'est une fille saine, heureuse, normale. Elle n'utilise jamais sa chambre d'origine. Depuis qu'elle a 4 mois, elle dort dans une pièce différente que nous avons aménagée pour elle. Sa chambre d'origine est fermée. Nous n'y entrons jamais. Officiellement, nous avons dit à la famille que nous l'utilisons comme stockage. Mais en réalité, nous ne pouvons tout simplement pas. Parce qu'encore maintenant, parfois, lorsque je passe devant cette porte fermée tard dans la nuit, je peux entendre quelque chose de l'autre côté. Respiration, douce, lourde, comme quelqu'un attendant patiemment. Et lors des nuits les plus silencieuses, lorsqu'Emma dort profondément dans sa nouvelle chambre et qu'Andrés dort aussi, je jure que je peux entendre cette voix chuchotant derrière la porte fermée. « Laisse-moi revenir, j'en ai besoin, laisse-moi revenir. » Je n'utiliserai plus jamais de moniteur avec caméra. Je n'ouvrirai plus jamais cette porte. Et quand Emma sera assez grande, nous déménagerons de cette maison. Parce que j'ai appris quelque chose d'effrayant. Il y a des choses qui existent dans les espaces entre le visible et l'invisible. Et parfois, la technologie que nous créons pour nous sentir plus en sécurité est exactement ce qui leur donne une façon d'entrer. Le père Miguel avait raison.
La caméra ne captait pas quelque chose qui était déjà là. Elle invitait quelque chose à entrer. Et une fois que vous donnez une invitation, une fois que vous ouvrez cette porte, même d'une petite fissure, il est presque impossible de la refermer complètement. La seule chose que vous pouvez faire est de vous éloigner. Fermez cette pièce, tenir votre famille à distance et prier pour que ce que vous avez laissé piéger là-bas ne trouve pas d'autre moyen de sortir. Voici le témoignage de Valeria. Elle m'a dit qu'écrire cela l'a un peu aidée, même si elle vit toujours avec la peur qu'un jour, ils devront faire face à ce qu'ils ont laissé enfermé dans cette pièce. Si vous avez déjà remarqué des choses étranges sur des moniteurs pour bébés, des caméras de sécurité ou tout autre dispositif qui vous permet de voir des espaces à distance, laissez-le dans les commentaires. Parfois, la technologie capte plus que ce que nous voulons voir. Prenez soin de votre famille, prenez soin de vous et à la prochaine histoire. Reposez-vous bien. J'ai reçu cette histoire d'un follower nommé Matteo, qui vit dans un petit village des Andes péruviennes. Ce qu'il m'a raconté m'a laissé sans voix, et j'ai dû le relire plusieurs fois pour le comprendre complètement. Si tu as déjà hérité de quelque chose d'un membre de ta famille, qui s'est avéré être plus que ce à quoi tu t'attendais, ou si dans ta famille, il y a des histoires de sorcellerie et de malédiction que personne n'ose raconter à voix haute, fais-le moi savoir dans les commentaires. J'adore connaître ces expériences qui se transmettent de génération en génération. Maintenant, prépare-toi à entendre ce qui est arrivé à Matteo lorsque sa grande-tante est décédée et lui a laissé quelque chose qui changerait sa vie à jamais. Ma arrière-grand-tante Sebastiana était la personne la plus redoutée du village. Ce n'était pas parce qu'elle était cruelle ou violente, mais parce que tout le monde savait ce qu'elle était, une sorcière. Pas celles qui apparaissent dans les films avec des chapeaux pointus et des balais volants, mais une vraie sorcière, celles qui guérissent des maladies que les médecins ne peuvent expliquer, celles qui maudissent ceux qui les offensent, celles qui parlent avec des choses qui ne devraient pas avoir de voix. Elle vivait seule dans une maison éloignée du centre du village, au pied d'une montagne où personne d'autre ne voulait construire. On disait que la terre là-bas était maudite, qu'elle avait été un lieu de sacrifice à l'époque précolombienne. Mais elle avait choisi cet endroit précisément. La terre a une mémoire, disait-elle. Et la mémoire a du pouvoir. Je la visitais chaque mois. Elle était la seule dans la famille à ne pas la craindre. Ou peut-être était-elle la seule assez folle pour ne pas avoir peur d'elle. Elle m'aimait bien. Elle était directe, intelligente, et avait un sens de l'humour noir qui me faisait rire même quand ses blagues portaient sur la mort et la malchance. « Tu as le don, gamin », me disait-elle chaque fois que je la visitais. « Je peux le voir. Elle dort encore, mais elle est là. Quand je mourrai, elle se réveillera. » Je riais toujours de ça. Je ne croyais pas aux sorcelleries. Je pensais que ma tante était simplement une femme excentrique qui connaissait beaucoup de plantes médicinales et que les gens du village étaient superstitieux. Je me trompais complètement. Tante Sebastiana est morte un mardi de novembre. Elle avait 92 ans, mais elle était encore forte jusqu'au dernier jour. Elle n'est pas morte d'une maladie. Elle a simplement décidé que c'était le moment. Elle s'est couchée dans son lit, a fermé les yeux et a cessé de respirer. Comme si éteindre sa vie était aussi simple que d'éteindre une bougie. Je l'ai trouvée. Je suis allé la voir comme chaque mois, et quand je suis arrivé chez elle, la porte était entr'ouverte. Je suis entré en l'appelant. Il n'y a pas eu de réponse. Je l'ai trouvée dans son lit, les mains croisées sur la poitrine, et une expression de paix absolue sur le visage. Sur sa table de nuit, il y avait une enveloppe avec mon nom écrit dans sa calligraphie tremblante. Je l'ai ouvert avec des mains que je ne savais pas trembler jusqu'à ce moment-là. « Matteo », disait la lettre. « Si tu lis ceci, c'est que je suis déjà parti. Ne pleure pas pour moi. J'ai vécu plus longtemps que ce que je méritais de toute façon. Il y a des choses que tu dois savoir. Des choses que je ne t'ai jamais dites parce que tu n'étais pas prêt. Maintenant, tu dois l'être, car il n'y a personne d'autre. Tout ce que je possède t'appartient. La maison, les livres, les instruments. Et le plus important, l'engagement. Notre famille a maintenu un engagement pendant 7 générations. J'ai été la gardienne à mon époque. Maintenant, c'est ton tour. Dans ma chambre, sous les planches du sol près de la fenêtre, tu trouveras une boîte en métal. Elle est scellée avec mon sang. Elle s'ouvrira maintenant avec le tien.
Tout ce que tu dois savoir est à l'intérieur. Lis-le entièrement avant de décider quoi faire. Mais je te préviens, une fois que tu ouvriras cette boîte, une fois que tu liras ce qu'il y a dedans, tu ne pourras plus redevenir celui que tu étais. La connaissance change. Le pouvoir corrompt ou élève selon celui qui le porte. Je fais confiance à ton bon choix. Je t'aimais comme le fils que je n'ai jamais eu. Pardonne-moi de t'avoir laissé ce fardeau. Avec amour, Sebastiana. Je suis resté assis sur la chaise à côté de son lit pendant ce qui a semblé des heures, lisant et relisant cette lettre. Une partie de moi voulait l'ignorer. Appeler les autorités, organiser les funérailles, vendre la maison et tout oublier. Mais la curiosité est une chose puissante. Et les derniers mots de ma grande-tante n'étaient pas quelque chose que je pouvais facilement ignorer. Je suis allé dans sa chambre. C'était simple. Un lit, une armoire, une vieille commode et une fenêtre donnant sur la montagne. J'ai déplacé le petit tapis près de la fenêtre et examiné les planches du sol. L'une d'elles portait de petites marques sur les bords, comme si elle avait été soulevée plusieurs fois. Je l'ai sortie prudemment. En dessous, il y avait un espace vide, et à l'intérieur de cet espace, une boîte en métal de la taille d'une boîte à chaussures. Elle était recouverte de symboles gravés que je ne reconnaissais pas. Certains semblaient quechua, d'autres semblaient beaucoup plus anciens. Je l'ai sortie et l'ai posée sur le lit. Il y avait un petit trou dans la serrure, mais pas pour une clé. C'était plutôt une aiguille, scellée avec mon sang. Elle s'ouvrira avec la tienne. Je suis allé à la cuisine et j'ai trouvé une aiguille dans la boîte à couture de ma tante. J'ai respiré profondément et me suis piqué le doigt index. Une goutte de sang a coulé, rouge et brillante. Je l'ai laissé tomber sur le trou de la serrure. Pendant un moment, rien ne s'est passé. Puis le sang a été absorbé par le métal comme de l'eau dans la terre sèche. Les symboles sur la boîte ont commencé à briller d'une lumière tamisée, rougeâtre. Et j'ai entendu un clic. La boîte était ouverte. Dedans, il y avait 3 choses. Un livre épais, avec des couvertures en cuir craquelé, un couteau cérémonial, avec une poignée en os sculptée, et un collier fait de pierres noires polies enfilé sur un cordon en cuir. J'ai pris le livre en premier. Les pages étaient en papier épais, jauni par le temps. La première page portait un titre écrit en ancien espagnol, Registro de la línea de sangre, Guardianes de la Puerta, primera generación hasta la séptima. J'ai tourné les pages. C'était un journal, ou plutôt, plusieurs journaux écrits par différentes mains au fil des décennies, peut-être des siècles. La première entrée était datée de 1743. Moi, Sébastien Huaman, écris ceci pour que ma descendance connaisse la vérité de notre charge. En cette année du Seigneur 1743, alors que je travaillais la terre qui m'a été héritée par mon père, j'ai découvert une entrée, une grotte qui ne devrait pas être là. Je suis entré, poussé par la curiosité. J'ai découvert que la grotte n'était pas naturelle, c'était une construction, ancienne, antérieure aux Incas, même antérieure au peuple que nous connaissons. Au fond de cette grotte, j'ai trouvé une porte, en pierre noire, couverte de symboles qui semblaient en bouger quand je ne les regardais pas directement. Et derrière cette porte, j'ai entendu des voix, des murmures, des promesses. J'ai eu peur. J'ai commencé à sortir. Mais alors, l'un des murmures a dit mon nom. Il m'a appelé. Il m'a offert un marché. Pouvoir, dit la voix. Connaissance, protection pour ma famille. Tout ce que je devais faire, c'était garder la porte fermée, m'assurer qu'elle reste scellée, effectuer un rituel chaque pleine lune pour renforcer le sceau. En échange, ma famille prospérerait. Nous aurions de la longévité, la santé et le don de voir au-delà du voile entre les mondes. J'ai accepté. Que Dieu me pardonne, j'ai accepté. Et à ce moment-là, la porte a tremblé. J'ai senti quelque chose passer d'elle vers moi. Une connaissance que je n'avais pas eue quelques secondes auparavant. Recette, rituel, parole de pouvoir, tout coulant dans mon esprit comme de l'eau. Quand je suis sorti de la grotte ce jour-là, je n'étais plus le même homme. Je continuais à lire, entrée après entrée, génération après génération. Chaque gardien racontait la même histoire avec des variations. Tous découvraient la grotte. Tous entendaient les murmures. Tous acceptaient le pacte. Et tous menaient des vies longues remplies de pouvoir, mais aussi d'isolement. Parce que le pouvoir effrayait les autres. La connaissance les séparait des gens normaux. La dernière entrée était celle de ma tante Sebastiana, datée à peine d'1 semaine avant sa mort. JPT.
J'ai été la gardienne pendant 67 ans. J'ai maintenu le sceau fort. J'ai effectué les rituels sans faute. Et j'ai senti, au cours de ces dernières décennies, que ce qui se trouve derrière la porte devient plus inquiet, plus affamé. Les murmures sont plus forts maintenant. Ils m'appellent plus fréquemment. Ils me demandent d'ouvrir la porte. Ils promettent des merveilles si je ne la laisse entrebâiller qu'un peu. Mais je connais la vérité que tous les gardiens précédents ont connue. Ce qui se trouve derrière cette porte ne doit jamais sortir. Matteo sera le prochain. Il est jeune, fort, et il a le don endormi dans son sang. Il s'éveillera quand je mourrai et qu'il acceptera la charge. J'espère seulement qu'il sera plus fort que moi, qu'il pourra maintenir le sceau pendant encore 60 ans ou plus. Car si le sceau échoue, si la porte s'ouvre, je ne sais pas ce qui en sortira. Les anciens gardiens ont écrit des avertissements. Ils ont parlé d'ombres qui marchent, de faim qui ne se rassasie jamais, d'un vide qui consume. Je ne peux pas permettre que cela arrive tant que je suis en vie. Et quand je mourrai, je fais confiance à Matteo pour ne pas le permettre non plus. Que la montagne nous protège tous. Je fermai le livre avec des mains tremblantes. Cela ne pouvait pas être réel. C'était un délire. La fantaisie d'une vieille solitaire qui avait perdu contact avec la réalité. Mais alors je me suis souvenu de la lueur des symboles dans la boîte, la façon dont ils ont absorbé mon sang. Et je me suis souvenu de quelque chose d'autre. Chaque gardien de la ligne avait vécu plus de 90 ans. Tous, à une époque où l'espérance de vie était bien plus courte. Et ma tante Sébastiana n'avait jamais été malade. Jamais, même pas un rhume. Jusqu'au jour où elle a décidé de mourir. J'ai regardé le couteau cérémonial et le collier qui étaient encore dans la boîte. Je ne les ai pas touchés. Pas encore. J'ai organisé les funérailles de ma tante. Peu de gens sont venus. Quelques voisins qui la respectaient pour ses guérisons. Certains qui venaient plus par peur que par respect, s'assurant qu'elle était vraiment morte. Le prêtre du village a refusé de célébrer la cérémonie, alors nous avons eu une simple cérémonie au cimetière. Pendant toute la cérémonie funéraire, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Une pression à la base de mon crâne, comme si quelque chose essayait d'entrer dans ma tête. Et des murmures, si faibles que je n'étais pas sûr qu'ils soient réels ou imaginés. Gardien, nouveau gardien, viens, connais, accepte. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les murmures ont continué, plus forts dans l'obscurité, plus insistants. Au lever du soleil, j'ai pris une décision. Je devais voir. Je devais savoir si tout cela était réel ou si je perdais la raison comme apparemment tout le monde dans ma famille avait perdu la sienne. Je suis retourné chez ma tante. J'ai cherché dans ses notes, dans les marges du livre, toute indication sur l'emplacement de la grotte. J'ai trouvé une carte dessinée à la main, simple mais claire. La grotte était à 2 kilomètres de la maison, en montant la montagne, cachée derrière un groupe de rochers, formant une configuration particulière. J'ai pris le couteau et le collier dans la boîte. Je ne savais pas pourquoi. Instinct, je suppose. Ou peut-être que les murmures me guidaient déjà. La randonnée a été difficile. Le terrain était rocheux et escarpé. Mais après 1 heure, j'ai trouvé la formation rocheuse décrite sur la carte. Et derrière elle, cachée parmi la végétation dense, se trouvait l'entrée. Elle était petite. Je devrais me baisser pour entrer. L'entrée était couverte de vignes qui semblaient avoir poussé là intentionnellement, la cachant de quiconque passerait à proximité. Je les ai écartées et je suis entré. L'air à l'intérieur était froid, bien plus froid que ce qu'il aurait dû être. Mon souffle se condensait en nuages blancs devant mon visage. J'ai sorti mon téléphone et utilisé la lampe de poche pour éclairer le chemin. Le tunnel descendait à un angle constant. Les murs n'étaient pas naturels. Ils étaient couverts de sculptures. Des figures humaines. Des figures qui n'étaient pas humaines. Des scènes de rituels. Et partout, les mêmes symboles que j'avais vus dans la boîte en métal. Je marchais pendant ce qui semblait être des kilomètres, mais qui étaient probablement seulement quelques centaines de mètres. Le tunnel s'est finalement ouvert dans une grande chambre. Et là, au fond de la chambre, se trouvait la porte. C'était exactement comme l'avait décrit le premier gardien, fait de pierres noires qui semblaient absorber la lumière de ma lampe de poche, couvert de symboles qui, lorsque je les regardais directement, étaient immobiles, mais qui dans ma vision périphérique semblaient se tordre et changer. La porte n'avait pas de poignée. Elle n'avait pas de serrure visible.
C'était simplement une dalle rectangulaire incrustée dans le mur de roche de la chambre. Mais autour d'elle, gravés dans la roche elle-même, il y avait des symboles de contention. Cercles dans des cercles, motifs géométriques complexes, et des taches sombres qui semblaient très anciennes, mais que je reconnaissais pour ce qu'elles étaient, du sang. Les murmures ici étaient assourdissants. Pas en volume, mais en clarté. Je pouvais distinguer plusieurs voix, des dizaines peut-être, toutes parlant en même temps. « Gardien, tu es arrivé. Enfin, ouvre, libère, permets. Fin, si longtemps enfermé. Ouvre, pouvoir, nous te donnerons le pouvoir. Connaissance infinie, ouvre seulement. Elle a menti, Sébastiana a menti. Il n'y a pas de danger, seulement la liberté. Ouvre. » Je me suis approché de la porte. J'ai tendu la main sans réfléchir. Mes doigts étaient à quelques centimètres de toucher la surface noire. Et puis j'ai entendu une autre voix. C'était différent, plus clair, plus proche. C'était la voix de ma tante Sébastiana. « No !» Je me suis figé. J'ai tourné la tête en cherchant la source de la voix. Il n'y avait personne d'autre dans la pièce. « Ne le touche pas, Matteo. Pas encore. Pas sans comprendre. » Tante, chuchotait. « Je ne suis pas vraiment ici. C'est un écho. J'ai laissé une partie de mon énergie ici, attachée au symbole de protection, pour pouvoir guider le prochain gardien. À toi. » J'ai abaissé ma main lentement. Qu'est-ce que cet endroit? Qu'y a-t-il derrière la porte? Quelque chose d'ancien, répondit l'écho de ma tante. Quelque chose d'avant le temps. Les peuples qui vivaient ici avant les Incas l'ont trouvé. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont scellé. Parce qu'ils ont compris que s'ils le laissaient libre, il dévorerait tout. Ce n'est pas mauvais dans le sens que nous comprenons la méchanceté. C'est la faim pure. Un vide qui cherche à se remplir en consommant l'existence même. Les murmures devinrent plus frénétiques, essayant d'étouffer la voix de ma tante. Mensonge, mensonge, nous sommes la connaissance, nous sommes le pouvoir, nous sommes la liberté. Ne les écoute pas, avertit l'écho de Sébastiana. Ils mentiront, ils offriront, ils promettront, mais tout n'est que tromperie. Notre lignée a maintenu cette porte fermée pendant 7 générations parce que nous connaissons la vérité. L'un des premiers gardiens, le 3e je crois, a affaibli le sceau intentionnellement. Il voulait voir ce qui se passerait, il voulait tester le pouvoir promis. Que s'est-il passé, demandai-je, bien qu'une partie de moi ne veuille pas savoir. Une fissure s'est ouverte, juste une fissure de la largeur d'un doigt, et quelque chose en est sorti. Une ombre, petite au début, mais elle a grandi, elle s'est nourrie. Elle a tué 17 personnes dans le village avant que le gardien ne puisse la refermer. Il a mis 3 mois à effectuer le rituel de confinement. Et ces 17 personnes ne sont pas seulement mortes. Elles ont cessé d'exister. Leurs familles les ont oubliées. Il n'y a pas eu de tombe, pas de deuil. Simplement, elles ont cessé d'être. Je sentis mon sang se glacer plus que par le froid de la grotte. Et que dois-je faire? Garder le sceau. Comme je l'ai fait, comme tous les gardiens l'ont fait. À chaque pleine lune, tu dois venir ici. Tu dois couper ta paume avec le couteau cérémoniel. Tu dois laisser ton sang couler sur les symboles de contention. Et tu dois réciter les mots de pouvoir qui vivent maintenant dans ton esprit. J'avais raison. Je pouvais sentir les mots. Dans une langue que je ne connaissais pas, mais que je pouvais d'une certaine manière lire dans mon esprit comme s'ils avaient toujours été là. Le collier, poursuivit la voix de ma tante, te protège de l'influence directe de ce qui se trouve derrière la porte. Porte-le toujours quand tu viens ici. Sans lui, les murmures peuvent te rendre fou. Ils peuvent te faire croire que ouvrir est la bonne chose à faire. J'ai sorti le collier de ma poche et je l'ai mis. Au moment où il a touché ma poitrine, les murmures se sont partiellement tus. Je pouvais encore les entendre, mais ils étaient maintenant lointains, moins convaincants. « Et si je refuse ?» demandai-je. « Et si je pars simplement et ne reviens jamais ?» Le silence qui a suivi était lourd. « Alors le sceau s'affaiblira. Sans le sang d'un gardien pour le renforcer chaque mois, les symboles perdront leur pouvoir. Cela prendrait du temps, peut-être des années. Mais finalement, la porte s'ouvrirait toute seule, et personne ne serait là pour contenir ce qui en sortirait. Pourquoi moi? Pourquoi notre famille? Parce que le premier gardien a accepté. Et avec son acceptation, il a lié sa lignée au pacte. Seul notre sang peut maintenir le sceau. Seul notre sang est reconnu par les anciens symboles.
Si tu voulais transférer cette charge à un autre, tu devrais rompre la ligne. Et rompre la ligne signifierait rompre le sceau. C'était un piège parfait. Une prison héréditaire. Désolé, Matteo, dit l'écho de ma tante, sa voix s'estompant. Je suis désolé que cela tombe sur toi. Mais il n'y a personne d'autre. Tu es le dernier de notre lignée. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera. Et puis sa voix a complètement disparu. Je suis resté seul dans la chambre. Seulement moi, la porte noire, et les murmures qui promettaient du pouvoir si seulement je l'ouvrais. J'ai regardé le couteau dans ma main. J'ai regardé les symboles de contention autour de la porte. Et j'ai pris ma décision. Je me suis coupé la paume. Pas profondément, mais suffisamment pour que le sang coule. J'ai marché autour de la porte, laissant tomber des gouttes de sang sur chaque symbole de contention en séquence. Pendant que je le faisais, je récitais les mots de pouvoir qui vivaient maintenant dans mon esprit. Des mots qui n'étaient ni en espagnol, ni en quechua, ni dans aucune langue que j'avais entendue. Mais ma bouche les formait parfaitement, comme si je savais comment les prononcer depuis ma naissance. Les symboles ont commencé à briller, d'un rouge intense qui illuminait toute la chambre. La porte a tremblé. Les murmures sont devenus des cris de colère et de frustration. Non, traître, gardien inutile, tu regretteras. Quand tu faibliras enfin, quand tu échoueras enfin, tu seras le premier à être consumé. Mais j'ai continué. J'ai complété le cercle. J'ai terminé les mots. Et l'éclat s'intensifia tellement que j'ai dû fermer les yeux. J'ai ressenti une vague d'énergie traverser mon corps, depuis mon sang versé vers les symboles, des symboles vers la porte, renforçant le sceau. Quand j'ai ouvert les yeux, tout était silencieux. Les murmures avaient cessé. Les symboles brillaient doucement d'une lumière rougeâtre qui s'estompa lentement. Et la porte semblait plus solide d'une certaine manière, plus réelle, plus permanente. Le rituel était terminé. Je suis sorti de la grotte avec les jambes tremblantes. La lumière du jour m'a aveuglé après l'obscurité intérieure. Je me suis assis sur une roche et j'ai enveloppé ma paume saignante avec un mouchoir. À ce moment-là, j'ai ressenti le changement, le don dont ma tante avait parlé. Soudain, je pouvais voir des choses que je ne voyais pas auparavant. Des auras autour des êtres vivants, des énergies dans l'air, et je pouvais sentir la porte. Toujours. Comme une présence constante en marge de ma conscience. Je savais exactement à quel point le sceau était fort. Je pouvais sentir quand il faiblissait. C'était le gardien maintenant. Dans mon sang, dans mon esprit, dans mon destin. 3 ans se sont écoulés depuis lors. À chaque pleine lune, je monte la montagne. J'entre dans la grotte. Je réalise le rituel. Et les murmures sont toujours là, essayant de me tenter, m'offrant, me promettant. Mais je garde le sceau fort. J'ai appris davantage sur le don. Je peux guérir des maladies mineures maintenant. Je peux voir quand quelqu'un ment. Je peux sentir le danger avant qu'il n'arrive. Les mêmes compétences qui rendaient ma tante redoutée et respectée. Mais je porte aussi l'isolement. Les gens peuvent sentir que je suis différent. Ils m'évitent. Ils murmurent quand je passe. Certains viennent me demander de l'aide en secret, mais aucun ne veut être mon ami. Et chaque nuit, avant de dormir, je sens la porte. Là-haut dans la montagne. En attente, les murmures arrivent dans mes rêves maintenant, plus subtils, plus patients. Finalement, tu te lasseras. Finalement, tu échoueras. Et quand cela arrivera, nous serons libres. Parfois, je me demande combien de temps je pourrais faire cela. Ma tante l'a fait pendant 67 ans. Son prédécesseur pendant 53. Combien de temps me reste-t-il? 30 ans? 40? 60? Et que se passera-t-il lorsque je mourrai? Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de frère. Je suis le dernier de la lignée de sang de Sébastien Ouaman, le premier gardien. Quand je partirai, il n'y aura plus personne. Le sceau échouera. La porte s'ouvrira. Et ce qui se trouve derrière sera enfin libre. Parfois, dans mes moments les plus sombres, j'envisage simplement de tout arrêter. Ouvrir la porte moi-même. Affronter ce qui en sortira. Peut-être pourrais-je le détruire. Peut-être pourrais-je mettre fin à ce fardeau pour toujours. Mais alors je me souviens des paroles du 3e gardien. 17 personnes consumées en 3 mois. Et ce n'était qu'une petite fissure, si j'ouvrais complètement la porte. Non, je ne peux pas prendre ce risque. Alors je continue.
lune après lune, mois après mois, année après année. Je suis Matteo Huaman, 7e gardien de la lignée, gardien du sceau, protecteur de la porte qui ne doit pas s'ouvrir. Et c'est mon fardeau jusqu'au jour où je mourrai. Après cela, que Dieu aide tout le monde, car personne d'autre ne pourra. Voici l'histoire que Matteo a partagée avec moi. Il me dit qu'il monte encore chaque pleine lune pour effectuer le rituel, que le sceau reste fort, mais que le poids de savoir qu'il est le dernier de sa lignée le consume lentement. Si dans ta famille, il y a des histoires de charges héritées, de pactes anciens que quelqu'un doit maintenir, ou de secrets qui se transmettent de génération en génération, j'aimerais les connaître. Écris-les dans les commentaires. Parfois, partager le poids facilite sa gestion. Prends soin de toi et rappelle-toi que certains héritages viennent avec des responsabilités que nous n'avons jamais imaginées. On se parle bientôt. Cette histoire m'a été racontée par une abonnée nommée Valeria qui vit dans une ville en Argentine. Ce qu'elle a vécu il y a 2 ans l'a tellement marquée qu'elle a dû déménager de la maison où tout s'était passé. Si vous avez déjà utilisé une planche Ouija, si vous avez joué avec des invocations en pensant que ce n'était que pour s'amuser, ou si vous avez ouvert des portes que vous ne saviez pas comment fermer, j'aimerais beaucoup connaître votre expérience dans les commentaires. Ces histoires me rappellent qu'il y a des choses qu'il vaut mieux laisser en paix. Maintenant, voici ce qui est arrivé à Valeria et à ses colocataires lorsqu'ils ont décidé d'expérimenter avec quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. J'avais 23 ans lorsque j'ai emménagé dans l'appartement. Il était parfait pour ce dont j'avais besoin. Central, bon marché, suffisamment grand pour partager avec 2 colocataires. Il se trouvait dans un vieux bâtiment du début du XXe siècle, avec de hauts plafonds, des moulures en plâtre sur les murs et cette sensation d'histoire que possèdent les lieux anciens. Mes colocataires étaient Lucia et Martina. Lucia étudiait la psychologie, elle était pratique et sceptique envers tout ce qui est surnaturel. Martina étudiait l'histoire de l'art, elle était plus spirituelle, lisait sur l'ésotérisme et avait une collection de cristaux et de cartes de tarot dans sa chambre. L'appartement avait une particularité, un sous-sol accessible par une porte dans la cuisine. Ce n'était pas courant dans les bâtiments de la région, mais le propriétaire avait trouvé cela utile lors de la construction de l'immeuble. On descendait par un escalier en bois qui craquait à chaque pas, et on arrivait à un espace froid, humide, avec des murs en briques apparentes et une odeur de terre qui ne disparaissait jamais complètement. Nous l'utilisions pour stocker des choses dont nous n'avions pas besoin. De vieilles valises, des boîtes de livres, des décorations de Noël. Personne n'y prêtait beaucoup d'attention. C'était juste un sous-sol. Tout a commencé en octobre. Martina avait acheté un tableau Ouija dans une boutique d'antiquités. Il était vieux, avec des lettres gravées dans du bois sombre et une planche de verre biseautée. Elle était excitée à son sujet. « C'est authentique », disait-elle, passant ses doigts sur les lettres usées. De début 1900. Imaginez toutes les séances qu'il a dû avoir. Lucia leva les yeux au ciel. « C'est un jeu de société fabriqué. Il n'a aucun pouvoir réel. » « Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, » dit Martina avec un sourire. « On l'essaye ?» Je n'étais ni croyante, ni sceptique. J'étais quelque part entre les deux. L'idée m'intriguait mais me mettait aussi un peu nerveuse. J'avais entendu des histoires sur les planches Ouija. Tout le monde en avait entendu parler. « Je ne sais pas, » dis-je en hésitant. « N'y a-t-il pas de règles, des choses que tu ne dois pas faire ?»« Bien sûr, » répondit Martina. « Ne l'utilise jamais seul. Toujours dire au revoir à la fin. Ne jamais laisser l'esprit compter à rebours ou parcourir l'alphabet. Et jamais, jamais demander ta propre mort. »« Tu vois comme c'est ridicule, » interrompit Lucia. « Si c'était réel, pourquoi viendrait-il avec un manuel d'instruction ? Les esprits ne suivent pas les règles d'un jeu de société. »« Alors il n'y a pas de risque à essayer, » répliqua Martina. « Si ce n'est pas réel, rien ne se passera. Si c'est réel, nous vivrons une expérience incroyable. » Lucia soupira. « D'accord. Je vais le faire, mais seulement pour prouver que rien ne se passe. » Cette nuit-là, après minuit, nous nous sommes assises toutes les 3 autour de la table de la salle à manger. Martina éteignit toutes les lumières, sauf une bougie au centre de la table. L'ambiance était à la fois théâtrale et appropriée. Nous avons placé le plateau entre nous. Nous avons posé nos doigts légèrement sur la planchette, à peine la touchant. « Y a-t-il quelqu'un ici ?» demanda Martina d'une voix solennelle. Rien ne se passa.
La planchette ne bougea pas. Lucia sourit avec suffisance. Vous voyez, je vous avais dit que... La planchette bougea. C'était subtil. Un petit glissement vers la gauche. Nous avons toutes immédiatement retiré nos mains. Qui a fait ça? Demanda Lucia, me regardant d'abord, puis Martina. Moi pas, dis-je honnêtement. Moi non plus, dit Martina, bien que ses yeux brillaient d'excitation. Demandons encore une fois. Nous avons remis nos doigts sur la planchette. Mon cœur battait plus vite que d'habitude. Y a-t-il quelqu'un ici qui souhaite communiquer avec nous? Demanda de nouveau Martina. Cette fois, le mouvement était clair et intentionnel. La planchette a glissé vers « oui » dans le coin supérieur du tableau. Lucia ouvrit la bouche pour protester, mais Martina poursuivit rapidement. « Comment tu t'appelles » La planchette commença à bouger, épelant lentement. « M-A-L-A-C-H-I »« Malachi » lut Martina à voix haute. « Es-tu un esprit qui a vécu ici » La planchette alla vers « non ». « Alors pourquoi es-tu ici » L-A-M-E-R. Un frisson me parcourut le dos. « Par qui as-tu été appelé » demandai-je avant de pouvoir m'arrêter. P-O-U-R-T-E-D-E-S. Les trois se regardèrent. La bougie entre nous vacilla malgré l'absence de courant d'air. C'est ridicule, dit Lucia, mais sa voix semblait moins sûre. L'une de vous l'a fait bouger. Ce n'est pas nous, insistai-je. Et c'était vrai. Je pouvais sentir la planchette bouger sous mes doigts avec une force indépendante. Malachi, dit Martina, que veux-tu? La réponse fut lente, délibérée. S-A-L-I-R. Sortir d'où? Demanda Martina. A-B-A-J-O. Les trois regardons vers la porte du sous-sol dans la cuisine. Non, dis-je immédiatement. Non, finissons-en maintenant. Mais Martina était fascinée. Es-tu dans notre sous-sol? O-U-I. Combien de temps y es-tu resté? B-O-N-T-I-E-M-P-O. Qui t'a mis là-bas? I-L-S. M-E-N-C-E-R-R-A-I-E-N-T. Lucia a retiré ses mains du tableau. Ça suffit, c'est trop. Clairement, Martina le dirige pour nous faire peur. Je ne le fais pas, protesta Martina. Moi aussi, je voulais retirer mes mains, mais quelque chose m'en empêchait. Une curiosité morbide, un besoin de savoir. Qui t'a enfermé? Demandai-je. L-O-S-Q-U-E-S-A-B-I-A-N-L-O-Q-U-E-E-R-A. Et qu'est-ce que tu es? Demanda Martina. La planchette s'arrêta. Pendant un instant, je crus que la séance était terminée. Mais elle recommença à bouger, plus vite, plus agressivement. D-E-M-O-N-I-O. La bougie s'éteignit. Nous trois criâmes. Je sautai de la chaise si vite qu'elle bascula derrière moi. Martina trébucha en arrière. Seule Lucia resta à sa place, bien qu'elle tremblât visiblement. « Allumez les lumières », dit Lucia d'une voix tremblante. « Allumez ces maudites lumières ». Je cherchai l'interrupteur à tâtons et l'appuyai. Les lumières s'allumèrent, remplissant la salle à manger d'une lueur normale et réconfortante. Le tableau Ouija était sur la table. La planchette au centre, sur le mot « Adieu ». « Nous ne disons pas adieu », murmura Martina. « On suppose que nous devons déplacer la planchette vers adieu pour fermer la session. Mais elle, lui, est déjà là. »« Parce qu'il n'y a personne, » dit Lucia, bien que sa voix manquât de conviction. C'était une suggestion collective, ou une blague de mauvais goût. Mais nous savions toute la vérité. Quelque chose était arrivé, quelque chose avait répondu. Cette nuit-là, aucune de nous ne dormit bien. Je restais éveillé dans mon lit, écoutant les sons normaux du vieux bâtiment qui semblait maintenant sinistre. Chaque craquement, chaque murmure du vent, chaque vibration des tuyaux. Et depuis le sous-sol, sous la cuisine, j'entendais parfois quelque chose de plus. Comme une griffure, comme si quelque chose avec de longues griffes traînait ses doigts contre le bois. Le lendemain matin, aucune de nous ne mentionna ce qui s'était passé. C'était comme si nous avions un accord silencieux pour faire semblant que cela n'avait jamais eu lieu. Martina rangea le tableau Ouija dans son placard. « Nous ne l'utiliserons plus », fut tout ce qu'elle dit, mais il était déjà trop tard. Nous avions déjà ouvert la porte. Les incidents commencèrent subtilement. De petites choses qui pouvaient s'expliquer rationnellement si l'on faisait un effort. Des objets qui disparaissaient et réapparaissaient à des endroits étranges. Mon téléphone que je laissais dans ma chambre apparaissait dans la cuisine. Les lunettes de Lucia qui étaient sur sa table de nuit se retrouvaient dans la salle de bain. Les clés de Martina dans le réfrigérateur. On oublie où on met les choses, disait Lucia. Stress des examens. Mais nous savions toutes que ce n'était pas ça.
Puis ont commencé les odeurs. Parfois, sans raison apparente, l'appartement sentait le soufre. Une odeur piquante et pénétrante qui faisait brûler les yeux. Nous vérifions les tuyaux, la cuisinière, tout. Nous ne trouvions pas la source. Et aussi soudainement qu'elle apparaissait, elle disparaissait. Et il y avait les bruits du sous-sol. Maintenant, nous les entendions constamment. Pendant la journée, pendant la nuit, grattement, clic. Parfois, quelque chose qui ressemblait à des pas lourds montant les escaliers en bois. Mais quand nous ouvrions la porte pour vérifier, il n'y avait rien. Juste l'obscurité et cette odeur de terre humide. Une nuit, 2 semaines après la séance avec le tableau, Lucia descendit au sous-sol pour chercher quelques livres qu'elle y avait rangés. Elle est revenue en courant, pâle comme un fantôme, trébuchant dans les escaliers. « Il y a quelque chose là-bas » haleta-t-elle. « Il y a quelque chose dans le sous-sol. »« Qu'as-tu vu » demanda Martina. « Je ne l'ai pas vu, je l'ai ressenti. Quelqu'un m'a touché, dans l'obscurité. J'ai senti une main froide sur mon épaule, et j'ai entendu une voix, un murmure à mon oreille. »« Qu'est-ce qu'il a dit ?» demandai-je, bien que je ne sois pas sûr de vouloir savoir. Lucia nous regarda avec des yeux pleins de peur. Il a dit « Merci de m'avoir laissé sortir. » Cette nuit-là, nous avons fermé à clé la porte du sous-sol. Pas que nous pensions qu'une serrure arrêterait quelque chose de surnaturel, mais cela nous faisait nous sentir mieux, plus en sécurité. Ça n'a pas marché. Les incidents ont escaladé. Ils n'étaient plus subtils ni ambigus. Nous nous réveillions à 3 heures du matin avec tous les robinets ouverts. L'appartement était inondé pendant que nous dormions. Les appareils électroménagers s'allumaient tout seuls. La télévision au volume maximum. Le mixeur rugissant dans la cuisine vide. Le four allumé sans que personne ne le touche. Et les ombres. Mon Dieu, les ombres. Nous les voyions du coin de l'œil. Des figures hautes et minces qui se déplaçaient dans les couloirs. Qui se tenaient dans les coins en nous observant. Qui disparaissaient quand on les regardait directement, mais que l'on savait qu'elles étaient toujours là. Martina a commencé à faire des cauchemars. Toutes les nuits. Elle rêvait que quelque chose la traînait hors de son lit, que quelque chose avec des griffes et des dents l'emmenait au sous-sol, qu'on l'enfermait là-bas dans l'obscurité avec cette chose. Elle se réveillait en criant, avec des marques rouges sur ses chevilles, comme si quelque chose l'avait vraiment attrapée. Lucia, la sceptique, ne pouvait plus nier ce qui se passait. « Nous devons partir », dit-elle un matin après une autre nuit sans sommeil. « Nous devons quitter cet appartement. »« Nous ne pouvons pas simplement partir », répondit Martina. « Nous avons un contrat. Nous ne pouvons pas payer 2 loyers. Et en plus, nous l'avons libéré. C'est notre responsabilité. »« Notre responsabilité de faire quoi ?» demandai-je. « Comment arrêtons-nous cela ?» Martina avait fait des recherches. Elle avait des livres ouverts sur son lit, des pages internet imprimées, des notes griffonnées. Nous avons besoin de quelqu'un qui s'y connaisse, un exorciste, un médium, quelqu'un avec une expérience réelle. Un cura, suggério Lucia. Probablement il ne croira pas, dis-je, à moins qu'il n'ait des preuves. Comme si l'univers avait entendu, à ce moment-là, les portes de tous les placards de l'appartement s'ouvrirent simultanément avec un bruit sec, les 3 en même temps, sans personne à proximité d'eux. Et depuis le sous-sol, clair et inconfondible, nous entendîmes un rire, profond, rauque, non humain. Nous trouvâmes un prêtre pratiquant des exorcismes, le père Miguel. Il était âgé, avec des cheveux gris et des yeux qui avaient vu trop de choses. Quand nous lui racontâmes notre histoire, il ne rit pas. Il ne nous dit pas que nous étions folles. Il acquiesça simplement. « La planche Ouija », dit-il avec un soupir. « C'est toujours cette maudite planche Ouija. C'est comme laisser la porte de ta maison ouverte et être surpris quand un étranger entre. Pire encore, c'est comme crier « Venez tous !» et se plaindre ensuite qu'ils sont venus. « Peut-il nous aider ?» demanda désespérément Martina. « Je peux essayer. Mais je dois que vous compreniez quelque chose. Si vous avez vraiment invoqué un démon, pas un esprit humain mais quelque chose de plus ancien et plus sombre, cela ne sera pas facile. Et cela pourrait empirer avant de s'améliorer. Il est venu au département cette même nuit. Il portait une valise avec ses outils. Une vieille Bible, de l'eau bénite, du sel consacré, une croix en argent et plusieurs chapelets. Il a d'abord béni toutes les pièces. Il a aspergé d'eau bénite chaque coin. Il a tracé des croix avec de l'huile consacrée à chaque entrée. Il a prié en latin, sa voix ferme et autoritaire. Quand il est arrivé à la porte du sous-sol, il s'est arrêté.
Il a posé sa main sur le bois et a fermé les yeux. « Il est là en bas », a-t-il dit. « Je peux le sentir, ancien, affamé, en colère. »« En colère contre quoi ?» demandai-je. « Parce qu'il a été enfermé. Quelqu'un, il y a longtemps, l'a attrapé là-bas en bas. Il l'a scellé. Probablement un prêtre ou quelqu'un avec des connaissances. Mais vous avez brisé le sceau, avec votre tableau, avec votre invitation. Vous lui avez donné la permission de se déplacer à nouveau. Il ouvrit la porte du sous-sol. Les escaliers descendaient dans l'obscurité totale. Même la lumière de l'appartement ne semblait pas pénétrer au-delà des premières marches. « Restez ici », ordonna le père Miguel. « Peu importe ce que vous entendez, peu importe ce que vous voyez, ne descendez pas. » Il descendit les escaliers avec sa croix tenue devant lui. Nous entendîmes ses pas sur le bois, puis le son de ses pieds frappant le sol en terre du sous-sol. Silence. Nous attendîmes. 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Puis nous entendîmes sa voix, forte, autoritaire, priant en latin, les mots du rituel d'exorcisme. Et alors tout l'enfer se déchaîna. Un rugissement sortit du sous-sol. Ce n'était pas humain. C'était le son de quelque chose de massif et furieux. Tout le bâtiment trembla. Les lumières clignotèrent. Les vitres des fenêtres vibrèrent dans leur cadre. Nous entendîmes le père Miguel crier. Pas de douleur, mais des mots de commandement. Plus de latin, plus de prière. Sa voix luttant contre quelque chose. « Au nom du Christ, je t'ordonne de sortir. » Un autre rugissement, plus fort, plus proche. Les trois, nous nous serrâmes dans une étreinte, terrifiés, fixant la porte du sous-sol. Et alors quelque chose monta les escaliers. Ce n'étaient pas des pas normaux. C'était quelque chose qui rampait, quelque chose de lourd, quelque chose qui faisait gémir le bois sous son poids. Il est apparu à l'entrée. Je ne peux pas le décrire complètement. Mon esprit refuse de se souvenir de tous les détails. C'était comme si plusieurs choses avaient été fusionnées ensemble. Il avait une forme vaguement humanoïde mais déformée. Des extrémités qui se pliaient à des angles incorrects. Une tête trop grande, inclinée de manière peu naturelle. Et ses yeux brûlaient d'une lumière rougeâtre qui n'était pas du feu mais qui brûlait quand même. Ils m'ont regardé. Et ils ont souri. Un sourire rempli de trop de dents. Lucia a crié. Martina s'est évanouie. Je ne pouvais pas bouger. J'étais paralysé par une peur si primitive et profonde que chaque cellule de mon corps voulait fuir, mais aucune ne pouvait obéir. Le père Miguel est apparu derrière la créature. Il transpirait, haletait, mais tenait sa croix vers elle. « Reviens !» cria-t-il. « Tu n'as pas de pouvoir ici. Tu n'as pas la permission. Reviens des profondeurs d'où tu viens. » La créature s'est tournée vers lui. Elle a sifflé. Un son comme de l'huile chauffée. « Elles m'ont appelé », a-t-elle dit. Et sa voix était comme du verre qui se brise, comme des ongles sur un tableau noir, comme des cris étouffés. Elles m'ont invité, elles m'ont donné l'entrée. Maintenant, je suis libre. Non, le père Miguel a aspergé la créature d'eau bénite. Là où les gouttes touchaient, la peau de la chose fumait. Elle a rugi de douleur et a reculé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je t'expulse de cet endroit. La créature se tordait. La lumière rouge de ses yeux clignotait. Elle se débattait, résistait, mais le père ne céda pas. Il poursuivit le rituel, mot après mot, phrase après phrase. Et lentement, très lentement, la créature commença à disparaître. Elle ne partit pas paisiblement. Elle se débattit à chaque étape. Les fenêtres éclatèrent. Les meubles furent renversés. L'air devint si froid que nous pouvions voir notre souffle sous forme de nuages blancs. Mais le père Miguel ne s'arrêta pas. Il continua, sa voix de plus en plus forte, sa foi inébranlable. Et enfin, avec un dernier cri de rage et de haine qui fit saigner mes oreilles, la créature disparut. Elle s'effaça comme de la fumée dans le vent. Le silence qui suivit était absolu. Le père Miguel s'affaissa contre le mur, épuisé. Il avait des brûlures aux mains où il tenait la croix. Son visage était pâle et en sueur. « Elle est partie », haleta-t-il. « Pour l'instant. »« Pour l'instant » répétai-je avec horreur. « Peut-elle revenir ?»« Ils peuvent toujours revenir s'ils ont accès. C'est pourquoi... » Elle se redressa avec effort. « C'est pourquoi ils vont faire exactement ce que je leur dis. Nous avons passé les heures suivantes à suivre ces instructions à la lettre. Nous avons scellé le sous-sol. Pas seulement avec la porte,
Le père Miguel a peint des symboles de protection sur le cadre. Il a saupoudré du sel consacré le long du seuil. Il a enfoncé des médailles bénies dans le bois. Et il a prié dessus des mots de scellement qu'il disait qui maintiendraient tout ce qui se trouve de l'autre côté. Jamais, dit-il avec sévérité, n'ouvrez cette porte à nouveau, peu importe ce que vous entendez de l'autre côté, peu importe si vous pensez que quelqu'un est piégé là-bas. N'ouvrez pas, ce sceau ne fonctionne que s'il reste intact. Puis il a béni tout l'appartement à nouveau, chaque pièce, chaque coin. Il a laissé des chapelets bénis suspendus à chaque entrée. Le tableau, dit-il enfin. Où est-il? Martina l'a sorti de son placard avec des mains tremblantes. Le père Miguel l'a pris, et nous sommes tous sortis dans la cour arrière du bâtiment. Là, dans un tonneau en métal, il l'a brûlé. La planche et la planchette. Nous l'avons regardé brûler jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien que des cendres. Qu'était-ce? Demanda Martina d'une voix faible. Qu'avons-nous vraiment invoqué? Le père Miguel soupira. Je ne le sais pas exactement. Il y a beaucoup de choses dans l'obscurité, beaucoup de démons, beaucoup d'entités. Celui-ci était vieux, puissant. Il avait probablement été piégé là-bas en dessous depuis la construction du bâtiment. Quelqu'un avec des connaissances l'a enfermé là. Peut-être le constructeur original. Peut-être a-t-il trouvé quelque chose sur le terrain lorsqu'il a creusé les fondations et a su qu'il devait le contenir. Il l'a scellé dans le sous-sol avec des rituels appropriés. Et il y est resté, endormi, affamé, attendant. Jusqu'à ce que nous... Je n'ai pas pu finir la phrase. Jusqu'à ce que vous lui ayez donné une invitation ouverte, termina-t-il. La planche Ouija n'invoque pas. C'est un téléphone. Et vous avez composé un numéro sans savoir à qui vous appeliez. Il a répondu. Et quand il a dit son nom, quand vous avez interagi avec lui, vous lui avez donné la permission dont il avait besoin pour commencer à se libérer. Et maintenant? Demanda Lucia. Sommes-nous en sécurité? Pour l'instant, oui. Le sceau tiendra. Mais je vous recommande de déménager. Cet endroit aura toujours une ombre. Il y aura toujours quelque chose qui attend de l'autre côté de cette porte. Pourquoi vivre avec ça si vous pouvez l'éviter? J'avais raison. Nous avons rompu notre contrat de location, payé la pénalité et déménagé avant la fin du mois. Le propriétaire était confus mais n'a pas discuté quand il a vu notre détermination. Nous l'avons averti du sous-sol. Nous lui avons dit qu'il ne fallait jamais l'ouvrir. Je ne sais pas s'il nous a cru. Il a probablement pensé que nous étions folles. 2 mois plus tard, j'ai vu une nouvelle. L'immeuble où nous avions vécu était en train d'être évacué. Il y avait eu des incidents. Plusieurs locataires ont signalé une activité paranormale, des objets qui bougeaient, des bruits inexplicables. Un résident avait été hospitalisé pour une crise de nerfs après avoir affirmé que quelque chose l'avait attaqué dans son appartement. J'ai appelé le père Miguel et je lui ai raconté. Quelqu'un a ouvert la porte, dit simplement. Quelqu'un a brisé le sceau. Et maintenant, il est de nouveau libre. Ne peux-tu rien faire? Je pourrais. Mais sans savoir qui lui a donné la permission cette fois, sans ta coopération, c'est difficile. Et en plus, il y a des limites au nombre de fois où nous pouvons sceller la même chose. Finalement, les sceaux s'affaiblissent. Finalement, quelque chose d'aussi ancien et puissant trouvera son chemin à l'extérieur. Que se passera-t-il alors? Alors il se déplacera vers un autre endroit. Il trouvera un autre sous-sol, une autre obscurité où se cacher et attendre. Et le cycle recommencera. Je raccrochais en me sentant malade. 2 ans ont passé depuis. Je ne vis plus dans cette ville. J'ai déménagé ailleurs, j'ai recommencé. J'ai essayé de tout laisser derrière moi, mais j'ai toujours des cauchemars. Je vois encore cette créature à l'entrée du sous-sol. J'entends encore sa voix comme du verre brisé disant « Elles m'ont appelé ». Martina a suivi une thérapie pendant 1 an. Elle ne parle plus d'ésotérisme. Elle n'a pas de cristaux. Elle ne lit pas de cartes. Elle a brûlé tous ses livres sur l'occultisme. Lucia, ironiquement, est devenue croyante. Elle va à l'église chaque dimanche. Elle porte un chapelet. Elle a de l'eau bénite dans son appartement. Elle dit qu'après ce qu'elle a vu, elle doit croire qu'il existe une force opposée, qu'il y a une protection disponible. Yo, je suis quelque part entre les deux. Je pense parce que j'ai vu. Mais j'ai aussi peur parce que je sais qu'il y a des choses là-bas. Des choses anciennes et affamées. Des choses qui attendent dans l'obscurité qu'une personne, n'importe laquelle, leur donne une invitation. Et je ne toucherai plus jamais à une planchette Ouija, même pas en plaisantant, même pas pour prouver que ça ne marche pas. Parce que maintenant je connais la vérité, ça marche, trop bien. Et ce qui répond ne correspond pas toujours à ce que tu attends.
parfois, c'est quelque chose de bien pire. Et c'est cette expérience que Valeria a partagée avec moi. Elle me dit qu'elle continue à rechercher des nouvelles sur ce bâtiment, et qu'il a apparemment fallu sceller complètement l'accès au sous-sol après plusieurs autres incidents. Si tu as déjà joué avec un tableau Ouija ou toute autre méthode d'invocation et que les choses ont échappé à ton contrôle, laisse-moi ton histoire dans les commentaires. Il y a des raisons pour lesquelles ces choses sont accompagnées d'avertissements. Toutes les portes ne doivent pas s'ouvrir, et tout ce qui répond lorsque tu appelles n'est pas toujours bienvenu. Prends soin de toi et réfléchis à 2 fois avant d'inviter quelque chose que tu ne peux pas voir. On se retrouve pour la prochaine histoire. Cette expérience m'a été envoyée par un abonné de l'Équateur nommé Thomas, qui a vécu quelque chose d'inexplicable lors d'un camp d'été quand il avait 16 ans. Si jamais vous vous êtes perdu dans une forêt et que vous avez eu l'impression que quelque chose vous observait, que la forêt elle-même était vivante et consciente, faites-le moi savoir dans les commentaires. Ces histoires de lieux naturels qui semblent avoir une volonté propre me fascinent profondément. Ce que Thomas et ses amis ont trouvé dans cette forêt il y a 15 ans le hante encore. Et 3 des personnes qui étaient avec lui ce soir-là ne sont jamais redevenues les mêmes. Je m'appelle Thomas et j'ai 31 ans. Je vis à Quito, en Équateur, mais ce que je vais raconter s'est produit quand j'avais 16 ans, lors d'un camp d'été organisé par mon école dans une zone protégée des Andes équatoriennes. Ce fut la dernière fois que je suis entré dans une forêt la nuit, et après avoir entendu mon histoire, vous comprendrez pourquoi. En juillet 2008, mon école a organisé un camp d'1 semaine pour les élèves de terminale. C'était un programme de leadership et de connexion avec la nature. Nous étions 20 élèves, plus 3 professeurs superviseurs. Le lieu choisi était une réserve naturelle dans les montagnes, à environ 3 heures de Quito, avec une forêt nuageuse dense, des rivières cristallines et une biodiversité incroyable. Nous sommes arrivés un lundi après-midi. Nous avons établi le camp dans une grande clairière entourée d'arbres immenses couverts de mousse et de broméliacées. Il y avait quelque chose de magique dans cet endroit. L'air était frais et humide, sentait la terre et la végétation, et le son constant des oiseaux et de l'eau créait une symphonie naturelle. Les 2 premiers jours étaient parfaits. Nous avons fait des randonnées, appris sur la flore et la faune locale, et fait des exercices de travail en équipe. C'était amusant et éducatif, rien d'inhabituel. Mais mercredi soir, l'un des professeurs, M. Valdez, nous a raconté une histoire autour du feu de camp. C'était une tradition dans ces camps de raconter des histoires de terreur pour divertir les étudiants. M. Valdez était doué pour ces choses, il savait comment créer une atmosphère. « Savez-vous pourquoi cette zone est une réserve protégée ?» demanda-t-il en regardant les flammes. « Officiellement, c'est pour la biodiversité, pour protéger les espèces en danger. Mais il y a une autre raison. Une raison qui n'apparaît dans aucun document officiel. Nous nous sommes tous penchés en avant, intrigués. Monsieur Valdez avait notre attention totale. Il y a environ 50 ans, il y avait une petite communauté ici, pas plus de 30 familles. Ils vivaient de manière traditionnelle, en harmonie avec la forêt. Mais quelque chose s'est passé. Les détails sont confus, les histoires varient. Certains disent que c'était une épidémie. D'autres qu'il s'agissait d'un effondrement qui a enseveli le village. Et d'autres, il marqua une pause dramatique. D'autres disent que les enfants du village ont simplement disparu une nuit. Les 20 enfants de moins de 12 ans, tous ont disparu en même temps sans laisser de traces. Et que leur est-il arrivé ? Demanda mon amie Daniela d'une voix tremblante. Ils ne se sont jamais retrouvés. Ils ont cherché pendant des mois. Ils ont fouillé chaque centimètre de la forêt. Rien. C'était comme si la terre les avait engloutis. Monsieur Valdez regarda vers la sombre forêt qui nous entourait. Les parents ont finalement quitté le village, anéantis par la perte. Le gouvernement a déclaré la zone comme réserve protégée et a interdit aux gens d'y vivre. Officiellement pour protéger l'écosystème, officieusement. Pour tenir les gens éloignés de ce qui a pu emporter ces enfants. Penses-tu que quelque chose dans la forêt les a pris ? Demanda un autre étudiant, Carlos. Je ne sais pas quoi croire. Mais les gardes forestiers qui patrouillent en cette zone rapportent des choses étranges. Des voix d'enfants riant dans la nuit, des petites silhouettes se déplaçant entre les arbres. Et il y a une règle non écrite parmi les gardes, ne jamais, jamais suivre le son d'un enfant pleurant dans la forêt.
Peu importe à quel point cela semble réel, ne le suis pas. L'histoire nous a laissés inquiets. Certains étudiants ont ri, disant que ce n'était qu'un conte pour nous effrayer. D'autres, comme moi, étions perturbés, regardant l'obscurité de la forêt qui nous entourait. « C'est juste une histoire », a dit le professeur Rivera, un de nos superviseurs, pour vous divertir. Il n'y a rien à craindre dans la forêt, sauf de se perdre. C'est pourquoi nous avons la règle. Personne ne sort du campement la nuit sans un professeur. Compris ? Nous avons tous hoché la tête. Et cela aurait dû être la dernière mention du sujet. Mais cette nuit-là, vers 2 heures du matin, quelque chose nous a réveillés, plusieurs d'entre nous. C'était un rire d'enfant, clair, joyeux, comme si quelqu'un jouait. Cela venait de la forêt. Je suis sorti de ma tente et j'ai vu que d'autres étaient également sortis. Carlos, Daniela, mon ami Miguel et 2 autres filles, Andrea et Fernanda. Nous regardions tous dans la direction d'où venait le son. « Vous entendez ça ?» a chuchoté Daniela. « Ce n'est qu'un animal », dit Carlos, mais sa voix manquait de conviction. « Il y a des singes dans ces forêts qui font des sons qui ressemblent à des humains. » Mais ce n'était pas un rire de singe, c'était indéniablement humain. Et maintenant, il y en avait plus d'une. Plusieurs rires, superposés, comme s'il y avait un groupe d'enfants jouant dans la forêt sombre. Nous devrions réveiller les professeurs, suggéra Andrea. Mais alors, les rires se transformèrent en quelque chose de plus. Des chants, des voix d'enfants chantant une chanson que je ne reconnaissais pas. La mélodie était étrange, antinaturelle, avec des intervalles musicaux qui sonnaient mal, dissonants. « Venez jouer », chantèrent les voix. « Venez jouer avec nous. Nous sommes seuls. Venez jouer. » Quelque chose dans ces voix était magnétique. Je ressentis une impulsion presque irrésistible de marcher vers la forêt et de suivre ces voix. D'après l'expression sur les visages de mes amis, ils ressentèrent la même chose. « Non », dis-je à voix haute, autant pour eux que pour moi-même. Rappelez-vous ce que M. Valdez a dit. On ne suit pas les voix d'enfants dans la forêt. Mais et s'ils sont de vrais enfants, dit Miguel. Et s'il y a un village à proximité et que les enfants jouent, à 2 heures du matin, au milieu d'une forêt sombre, répliqua Daniela. Ça n'a pas de sens. Mais Miguel était déjà en train de marcher vers le bord du camp. Je vais juste regarder, je ne vais pas m'éloigner. Miguel, non, l'ai-je appelé, mais il était déjà à la lisière des arbres, regardant vers l'obscurité. Et puis nous avons vu quelque chose qui nous a glacé le sang. Des lumières, de petites lumières brillantes se déplaçant entre les arbres, comme des lucioles mais plus grandes, plus brillantes. Et entre les lumières, des ombres de la taille d'enfants, courant, jouant, riant. « Venez » appelèrent les voix, « venez jouer, c'est amusant, vous ratez la meilleure partie. » Miguel a fait un pas vers la forêt, puis un autre. « Miguel !» ai-je crié. J'ai couru vers lui et l'ai attrapé par le bras. « Que fais-tu » Il m'a regardé avec des yeux vitreux, comme s'il était en transe. « Je dois y aller. Ils m'appellent. Je peux les entendre. Ils ont besoin de moi. » Entre Carlos et moi, nous avons réussi à le tirer de nouveau vers les tentes. Miguel luttait contre nous, criant de le laisser partir, que les enfants l'attendaient. Le bruit a réveillé les professeurs. Monsieur Valdez est sorti de sa tente et a rapidement évalué la situation. Il a vu Miguel se battre, les lumières dans la forêt, a entendu les voix chanter. Son visage a pâli. « Tous dans vos tentes, maintenant, et ne sortez pas, peu importe ce que vous entendez. » Mais les voix, a commencé à dire Andrea. Elles ne sont pas réelles, a coupé Monsieur Valdez avec fermeté. Ou plutôt, elles ne sont pas ce qu'elles semblent être. Entrez dans vos tentes, fermez les zips, bouchez-vous les oreilles si nécessaire, mais ne sortez pas. Nous sommes entrés dans nos tentes comme il nous l'a ordonné. Je partageais ma tente avec Carlos et Miguel. Miguel continuait à murmurer sur les enfants, sur le fait qu'ils devaient aller jouer avec eux. « Miguel, tu dois résister, lui ai-je dit. Quoi que ce soit là dehors, ce ne sont pas des enfants normaux. Souviens-toi de l'histoire. »« Mais ils sont si heureux, » murmura Miguel. « Je peux les sentir. Ils veulent juste des amis. Ils sont si seuls. » Les voix continuèrent toute la nuit, chantant, riant, appelant. Les lumières dansaient entre les arbres. Et parfois, très clairement, nous pouvions voir les silhouettes des enfants, des dizaines d'entre eux, jouant dans la forêt sombre comme si c'était midi. Aucun d'entre nous ne dormit cette nuit-là. Nous restâmes éveillés, écoutant, résistant à l'envie de sortir. Miguel était le pire.
Il fallut le retenir physiquement plusieurs fois lorsqu'il essayait de sortir de la tente. Quand le jour se leva enfin, les voix s'arrêtèrent. Les lumières s'éteignirent. La forêt redevint simplement une forêt normale. Les professeurs se réunirent avec nous après le petit déjeuner. Ils avaient l'air épuisés, inquiets. « Ce que vous avez entendu hier soir, commença M. Valdez, n'est pas la première fois que cela se produit. Cela arrive occasionnellement dans cette région. Nous ne savons pas exactement ce que c'est. Certains l'appellent phénomène acoustique, illusion causée par des conditions atmosphériques spécifiques. D'autres croient que c'est quelque chose de plus. Les enfants disparus, demandai-je. Sont-ils eux? Je ne sais pas, mais la règle reste la même, ne les suis pas. Les gens qui ont suivi ces voies, certains ne reviennent jamais, d'autres reviennent mais changés, comme piégés dans une sorte de transe dont ils ne se remettent jamais complètement. Nous devrions partir, dit le professeur Rivera, faire nos valises et retourner à Quito. Mais M. Valdez secoua la tête. Si nous partons maintenant, si nous laissons cela nous effrayer, nous leur donnons du pouvoir. De plus, pendant la journée, ils sont complètement inoffensifs. Ils ne sont actifs que la nuit. Comment sais-tu autant de choses à ce sujet? Demanda Daniela avec suspicion. Monsieur Valdez hésita. Parce que j'étais dans un camp ici il y a 20 ans, et j'ai aussi entendu les voix, et j'ai vu ce qui est arrivé à ceux qui les ont suivis. Un lourd silence tomba sur le groupe. Finalement, nous avons décidé de rester, mais avec des précautions extrêmes. Cette nuit-là, nous dormirions tous dans une grande tente commune. Les professeurs feraient des rondes, et personne, absolument personne, ne sortirait de la tente, peu importe ce qu'il entendait. Le jeudi s'est déroulé sans incident. Nous avons fait des activités pendant la journée, essayant de maintenir la normalité. Mais nous étions tous nerveux, regardant constamment vers la forêt, attendant que la nuit tombe. Quand il a finalement fait sombre, nous sommes tous entrés dans la grande tente. 20 étudiants plus 3 professeurs, tous entassés. C'était inconfortable, mais personne ne se plaignait. Il y avait de la sécurité dans les nombres. À minuit, cela a recommencé. Les rires, les chants, les lumières dansant entre les arbres. Mais cette fois, c'était différent. Les voix semblaient plus proches et plus insistantes. « Nous savons que vous êtes là », chantait-elle. « Nous pouvons les sentir, nous pouvons les ressentir. Pourquoi ne sortez-vous pas? Nous voulons juste jouer. » Puis ils ont commencé à nous appeler par nos noms, des noms qu'ils ne devraient pas connaître. « Miguel » appela une voix douce d'enfant. « Miguel, viens, nous t'avons attendu. Nous te montrons des choses merveilleuses. » Miguel tremblait à mes côtés, se bouchant les oreilles. « Je ne peux pas résister beaucoup plus. Ils veulent que j'y aille. »« Daniela » appela une autre voix. « Ton petit frère est ici, il veut te voir. » Daniela sanglota. Son petit frère était mort 2 ans auparavant dans un accident. C'est impossible. Il ne peut pas être là. Andrea, Carlos, Fernanda, Thomas. Chacun de nos noms fut appelé, et avec chaque nom, la tentation de sortir grandissait de plus en plus. Et alors les voix changèrent de tactique. Elles commencèrent à sonner effrayées. « Veuillez nous aider », pleurait-elle. « Nous sommes perdus. Nous avons froid. Nous avons peur. S'il vous plaît, nous avons juste besoin que quelqu'un nous guide de retour. Il y a quelque chose dans la forêt qui nous poursuit, » cria une voix d'enfant avec une terreur authentique. « S'il vous plaît, adultes, aidez-nous. Il va nous attraper. » C'était déchirant. Chaque instinct humain criait que nous devions aider. Ceux étaient des enfants effrayés. Comment pouvions-nous rester là sans rien faire? Andrea se leva. « Je ne peux pas rester ici pendant que des enfants sont en danger. Je ne peux pas. » Le professeur Rivera l'a saisi. « Ce ne sont pas de vrais enfants. C'est un piège. »« Comment sais-tu ça ?» pleura Andrea. « Et s'ils sont réels et que nous les abandonnons ?»« Parce que j'ai déjà vu ça, » dit M. Valdez d'une voix fatiguée. « Il y a 20 ans, un élève est sorti pour aider les voix. Nous l'avons trouvé 3 jours plus tard au fond des bois. Il était vivant mais vide. Comme si quelque chose avait enlevé tout ce qui le rendait humain. Il n'a jamais reparlé. Il n'a jamais reconnu personne. Il a passé le reste de sa vie dans une institution mentale, chantant ces mêmes chansons que nous entendons maintenant. Nous sommes tous restés figés. » Monsieur Valdez n'avait jamais raconté cette partie de l'histoire. Les voix ont continué toute la nuit. Suppliques, menaces, promesses, chaque tactique imaginable pour nous faire sortir. Certains étudiants pleuraient, d'autres priaient.
Miguel a dû être sédaté avec des médicaments que le professeur Rivera a portés pour les urgences car il était au bord d'une crise psychotique. Mais nous avons tenu bon. Personne n'est sorti. Et quand le jour s'est levé, la forêt est redevenue silencieuse. Nous y allons, déclara M. Valdez. Aujourd'hui, je ne vais pas risquer une autre nuit ici. Personne n'a argumenté. Nous avons emballé le campement en un temps record et avons commencé la marche de retour vers l'endroit où le bus nous attendait. Mais pendant que nous emballions, j'ai trouvé quelque chose qui m'a profondément perturbé. Devant notre tente, sur le sol, il y avait des empreintes de petits pieds, d'enfants, formant un cercle complet autour de l'endroit où nous avions dormi. Ils avaient été là, juste à l'extérieur, toute la nuit, attendant. Je ne l'ai dit à personne. J'ai juste pris une photo avec mon téléphone portable et me suis dépêché de suivre le groupe. Le chemin de retour devait prendre 3 heures, mais cela nous a pris presque 5. La forêt semblait différente. Les sentiers que nous avions utilisés pour entrer n'étaient en plus clairs. Nous nous sommes perdus plusieurs fois. C'était comme si la forêt ne voulait pas nous laisser partir. Et nous continuions à entendre des choses. Des rires lointains, des chants, de petits pas nous suivant mais toujours hors de vue. Finalement, quand le soleil commençait à se coucher et que nous commençons à paniquer à l'idée de devoir passer une autre nuit dans la forêt, nous avons trouvé le chemin. Nous sommes arrivés au bus, juste au moment où il faisait sombre. Je n'avais jamais été aussi heureux de voir la civilisation. Nous sommes tous montés dans le bus en silence, épuisés, traumatisés. Le voyage de retour à Quito a été silencieux. Personne ne parlait. Nous regardions tous par les fenêtres, espérant voir de petites silhouettes suivant le bus. Mais nous n'avons rien vu. Une fois sortis de la réserve, la sensation d'être observés a disparu. Quand nous sommes arrivés à l'école, nos parents nous attendaient, inquiets parce que nous arrivions en retard. Les professeurs leur ont dit qu'il y avait eu des complications logistiques, mais que nous allions tous bien. Mais nous n'allions pas bien, surtout Miguel. Dans les jours suivants, Miguel se détériora. Il cessa de manger, il cessa de dormir. Il ne faisait que s'asseoir à regarder par la fenêtre, murmurant sur les enfants qui l'appelaient encore. Ses parents l'emmenèrent chez des médecins, des psychologues, des psychiatres. Personne ne pouvait l'aider. 1 mois après le camp, Miguel a disparu. Il est sorti de chez lui au milieu de la nuit et n'est jamais revenu. La police a cherché pendant des semaines. Ils ont finalement trouvé ses vêtements près de l'entrée de la même réserve où nous avions campé. Mais il n'a jamais été retrouvé. Je savais ce qui s'était passé. Il était revenu. Les voix l'avaient enfin convaincu. Il était revenu jouer avec les enfants de la forêt. Andrea et Fernanda ont également été affectés. Andrea a développé une phobie sévère des espaces ouverts, en particulier des zones avec des arbres. Fernanda a commencé à avoir des cauchemars constants sur des enfants qui la poursuivaient. Le reste d'entre nous a porté le traumatisme de différentes manières. Daniela a déménagé dans une autre ville et a coupé tout contact avec tous ceux qui étaient au camp. Carlos est devenu obsédé par l'étude du phénomène, cherchant des explications scientifiques ou historiques. Moi, j'essaie simplement d'oublier, mais je ne peux pas oublier complètement. Parce que parfois, surtout lors des nuits silencieuses, je peux les entendre. Faibles, lointains, mais là, les rires, les chants, et mon nom murmuré comme une invitation. J'ai enquêté sur les enfants disparus que M. Valdez avait mentionnés. J'ai trouvé des références dans des archives de vieux journaux. En 1957, 20 enfants d'une communauté rurale ont disparu au cours d'une semaine. Un par un, ils sortaient à la nuit et ne revenaient jamais. Les recherches n'ont rien trouvé. Mais j'ai trouvé autre chose. Ce n'était pas le seul incident. Tous les 20 ou 30 ans depuis 1920, il y avait des rapports de disparition dans cette région. Toujours des enfants, toujours en groupe, toujours sans trace. Et les survivants, ceux qui étaient proches mais n'ont pas disparu, rapportaient tous la même chose. Des voix, des rires, des lumières dans les bois, des appels irrésistibles. C'est comme s'il y avait quelque chose dans cette forêt, quelque chose d'ancien, quelque chose qui collectionne des enfants, ou qui se nourrit d'eux, ou qui les transforme en quelque chose d'autre. Je ne sais pas exactement ce que sont ces enfants que nous avons vus, s'ils sont les esprits des disparus, piégés et contraints d'attirer d'autres victimes, ou s'ils sont quelque chose de plus primordial, quelque chose qui existait avant qu'il y ait des humains dans ces forêts, quelque chose qui imite simplement la forme d'enfant parce qu'il a appris que c'est le meilleur piège. Ce que je sais, c'est qu'ils sont toujours là, en attente, jouant, chantant, cherchant de nouveaux compagnons pour leur jeu éternel. Et parfois je me demande,
Miguel regrette-t-il, à un niveau conscient, piégé avec ces êtres, regrette-t-il d'avoir cédé à leurs appels? Ou est-il tellement perdu dans ce qu'ils sont maintenant qu'il ne se souvient plus de ce que c'était d'être humain? Je n'ai pas de réponse. J'ai juste des avertissements. Si jamais vous êtes dans une forêt la nuit et que vous entendez des voix d'enfants, si vous entendez des rires là où il ne devrait pas y avoir d'enfants, si vous voyez des lumières danser entre les arbres et de petites ombres jouer dans l'obscurité, ne les suivez pas. Peu importe à quel point cela semble réel, peu importe à quel point les supplications sont convaincantes, peu importe s'ils utilisent les noms de personnes que vous connaissez ou aimez, éloignez-vous, sortez de la forêt et ne regardez pas en arrière, parce que les enfants de la forêt sont patients, ils peuvent attendre, et s'ils réussissent à attirer votre attention, s'ils parviennent à planter cette graine de curiosité ou de compassion dans votre esprit, ils ne vous laisseront jamais partir complètement. Ils seront toujours là, au fond de votre conscience, chuchotant, appelant, attendant le moment où votre volonté sera suffisamment faible, attendant que vous reveniez jouer avec eux, pour toujours. C'était l'histoire que Thomas m'a partagée. Miguel n'a jamais été retrouvé et est officiellement toujours porté disparu. Thomas m'a dit qu'il n'est jamais retourné camper et qu'il évite complètement les forêts denses. Il dit que les voix sont devenues plus faibles au fil des ans, mais n'ont jamais complètement disparu. Si jamais tu as entendu quelque chose de similaire dans une forêt, des voix ou des rires qui n'avaient pas d'explication, laisse-le dans les commentaires. Ces histoires de lieux qui piègent les gens m'intéressent profondément. Si tu as aimé ce récit, abonne-toi pour plus d'histoires chaque semaine. Prends soin de toi et souviens-toi que toutes les voix dans la forêt ne sont pas ce qu'elles semblent être. On se retrouve la prochaine fois.